setup, takes Levert feet. Oh my! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série des grands mouvements de l'été. Vous l'aurez compris, on vous fait un point sur les transferts et on vous donne un peu notre avis sur ce qu'on voit après avoir abordé les Mavs, les Clippers et les Warriors pour le premier épisode, les Sixers, les Knicks et OKC pour le second. On s'attaque désormais au cancre de la ligue, je vais y arriver, mais dont on a envie de voir un peu ce que ça peut donner. Les Hornets, les Spurs et les Pistons. Je suis Benjamin, aka le débrief sportif pour vous servir et pour vous accompagner aujourd'hui. Et on est avec Ben et Paul. Comment ça va les gars ? Ça va très bien. En pleine forme. C'est le week-end là qui démarre tranquillement. Vous êtes contents à pouvoir parler d'équipes qui montent. Nous on aime bien ces équipes un peu qui essayent de construire des projets. C'est bien de pas toujours parler non plus que des équipes qui visent le titre, non ? C'est toujours intéressant de parler des équipes qui reconstruisent. Après, il y a pas forcément les mêmes timelines. Tu as des équipes qui viennent de reconstruire. Tu as des équipes qui ont déjà, ça fait déjà 3-4 ans qui tankent un petit peu. Mais du coup, ça va être intéressant de voir les différences un peu entre toutes ces équipes, quoi. Ouais, on a même des équipes là dans le lot qui tankent depuis 10 ans à peu près, notamment une. Et qui visiblement, vu les trades de l'été, j'ai l'impression va continuer de tanker, étant donné qu'ils ont surtout récupéré des contrats qui coûtaient très très cher. Et donc personne ne voulait. Bon les gars, je vous propose qu'on aille directement dans le vif du sujet, justement. J'ai fait une espèce de petite intro là sur les Detroit Pistons. Si on commençait par Detroit, ça vous va ? Allez, C'est parti. Ben, je te laisse la main. Ouais, ça marche. Alors, pour Détroit, il y a 3 points centraux sur cette première partie d'été. J'ai juste les 3 énumérés, on reviendra en détail après sur chacun d'entre eux. Donc, il y a tous les mouvements de l'été avec le recrutement de certains joueurs dont on évoquera les noms un peu plus tard. Il y a le changement de coach, qui est quand même un point très très important de cet été. Et il y a la draft, et Paul vous en dira peut-être un peu plus sur je crois que c'est Ron Holland, qui a été drafté en 5e position par les Detroit Pistons. Encore un shooter. Mais pour... non, là, t'es un peu mauvaise langue, parce qu'on va revenir dessus. Il y a eu quelques ajouts assez intéressants, parce que ce qui est intéressant de souligner, c'est que Détroit, le gros souci, notamment offensif, c'est le spacing. L'année dernière, ils étaient 27e en tentative par match à 3 points, 26e en réussite. Autant vous dire que ça shootait pas beaucoup. Donc ce qu'on peut noter, avant de revenir dans un deuxième temps sur le coaching et ce qu'ils vont mettre en place, c'est que même si ce sont des contrats assez gros, il y a eu un recrutement en ce sens-là, avec notamment Tim Hardaway et Malik Beasley, qui sont 2 vrais shooters parmi les plus respectés à 3 points de la ligue. Si on ajoute en plus la signature de Tobias Harris, qui n'est pas le poste 4 le moins shooter de la ligue, tu te retrouves avec potentiellement un 5 majeur qui est bien plus espacé que la saison passée. Donc déjà, moi je trouve que c'est un point assez intéressant, et ça va permettre à Cade d'enfin avoir une équipe avec du spacing autour de lui, ce qui va pouvoir normalement lui permettre de se développer un peu dans sa création pour lui et pour les autres. Paul, t'en penses quoi toi de ce gain de spacing là, t'y crois ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que au départ, moi, j'avais des doutes sur ce qu'ils allaient faire à la draft, parce que c'est vrai ça fait quand même quelques années qu'ils ont un peu la place du con à la draft. Enfin, quand t'es 5, en général, on dit le top 3, c'est cool. Bon, le top 5, t'as aussi du talent, mais en général, t'es quand même bien mieux loti quand tu drafts dans le top 2, top 3 que dans le top 5. Parce que je pense qu'en général, il y a un plus grand écart de talent entre le top 3 et le top 5 que entre le top 5 et le top 9, par exemple. Même si ça dépend des drafts, c'est vrai. Et cette année, c'était un peu la draft où c'était pas si grave que ça de tomber en 5, contrairement peut-être à l'année dernière. Moi, j'étais très surpris de la draft de Holland, parce que je me disais, il faut absolument du spacing dans cette équipe. Parce que honnêtement, voir Cade, alors Cade, il n'est pas exempt de tout reproche sur ses 3 premières saisons, mais c'est vrai que ça a été une catastrophe à regarder, parce qu'en fait, il n'y avait pas de spacing sur les dernières saisons, surtout l'année dernière, où il y avait vraiment zéro spacing. Et même si moi, Ron Holland, on reviendra sur son profil, mais j'y crois en son shoot, on part quand même de loin. L'année dernière, il est à 24% à 3 points sur un peu plus de 3 tentatives à 3 points par match. Donc, on part quand même de très loin. Maintenant, bon, il y a un 72% au lancer qui est pas, qui est plutôt rassurant, quoi. C'est pas énorme, mais ça va. Maintenant,
ouais, enfin, juste après la draft, je me disais, ok, il y a donc un super matos défensif, notamment sur les ailes avec Hollande, parce que Hollande est peut-être un des tout meilleurs défenseurs de la draft, notamment sur la draft, enfin sur la def on-ball. Mais donc avec Hauser Thompson qu'ils ont déjà drafté l'année dernière, c'est sûr qu'il y a un sacré potentiel. Maintenant, je me disais, mais derrière, à côté de Cade, enfin, c'est qui les gars qui vont dès l'année prochaine t'apporter du shot making suffisant pour avoir un certain rendement en attaque, quoi. Et ensuite, ils sont vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont dit, OK, on sait où sont nos besoins. Et en fait, à travers les trades et à travers les signatures, ils sont vraiment allés chercher des mecs qui excellent au shoot, même si c'est quand même des profils assez unilatérales, enfin, je sais plus comment on dit, mais Unidimensionnel. unidimensionnels, voilà. Et notamment en Tim Hardaway et Beasley, parce que quand même Tobias Harris il fait d'autres choses, mais c'est vrai que les deux c'est quand même beaucoup de shoot et pas grand chose à côté, notamment en défense, quoi. Mais du coup un été plutôt intéressant. Et ils ont aussi pris Bickerstaff en coach. Donc on aura le temps d'en revenir aussi. Mais j'ai eu très peur au début sur ce qu'ils voulaient vraiment faire. Mais finalement, je suis plutôt rassuré de ce qu'ils ont fait aussi sur la free agency, même si c'est pas parfait. Et ça jouera sans doute pas les playoffs l'année prochaine, hein, bien sûr. De ce Ouais, que... mais de toute façon, ouais, juste une seconde, juste vu leur situation, pouvaient pas trop, enfin, ils n'avaient pas non plus trop d'espoir de récupérer des superstars ou des mecs Ouais. d'un calibre plus haut que ça. Mais que dans leur situation où tu as un effectif assez jeune, donc tu as de la place, donc tu peux encaisser un peu des contrats un peu dégueux, tout en progressant dans ton spacing, je pense que c'est un moindre mal ce qu'ils ont fait. Ça aurait pu être bien pire vu le début d'été avec la draft, comme l'a dit Paul, quoi. Ouais, l'enjeu pour eux, c'est de ne plus être un... Mince, comment on appelle ça, vous savez, ce qui fait peur aux oiseaux là dans les champs là. Un épouvantail. Voilà, leur Un enjeu, leur épouvantail. premier enjeu, c'est d'arrêter d'être un épouvantail pour redonner un peu envie aux gens d'aller chez eux. Parce que là, je pense Ouais, qu'ils sont dans une situation, j'ai plus la date, mais les playoffs n'ont pas été faits depuis très longtemps. Et tu es dans un Blake cas, Griffin, oui, exactement, c'était plus Blake Griffin, donc c'était 2016, si je dis 2010, oui, j'allais 2010, dire 2017, ouais, ouais, ça doit être ça, 2007 ouais. par là, ouais. Ouais. Donc effectivement, il y a cet enjeu à redevenir un peu une équipe attractive. Les gars, sur ce que vous nous présentez, vous nous présentez, moi je vois plusieurs sujets. Je vois le sujet du spacing, le sujet de Ron Holland, le sujet du coach et le sujet de Cunningham. Je vous propose qu'on les apporte un peu un à un. Donc sur le premier Ouais. sujet, le sujet du spacing. Effectivement, ils ont rajouté 3 joueurs qui sont censés rajouter du spacing. Tobias Harris, Malik Beasley et Tim Hardaway Jr. Peut-être qu'on peut les reprendre un peu un à un. Oui, Ben. Ouais, me permets juste de rajouter, ils ont prolongé Simone Fontecchio, Oui, qui a fait un qui très bon était aussi passage. voilà, très intéressant et qui est arrivé en milieu de saison l'année dernière, qui a fait un bon 6 mois, qui a été prolongé. Donc ça rentre dans cette idée assez intéressante au niveau du spacing, quoi. Qui est leur poste 3 titulaire. Pour Ouais. le coup, si on poursuit sur ce qui était le cas l'année dernière. Premier sujet sur Tobias Harris. Sur Tobias Harris, je vous lance un peu. Moi, je trouve ce trade super intéressant parce qu'en fait, on comprend que la base de l'équipe a l'air d'être partie pour être Cade Cunningham et Jalen Duren et que l'idée, c'est de construire un peu autour de deux. Moi, je trouve que même presque plus que Cunningham, alors Cunningham a plus un profil, on en reparlera, mais un profil de star, mais je trouve vraiment que Jalen Duren est très intéressant, notamment il avait fait un très bon début de saison avant que ça vire au désespoir et que plus personne soit trop investi, mais il a à la fois un très bon jeu de pick and roll avec des bonnes finitions au cercle, mais je trouve aussi qu'en termes de passe, c'est pas si mal. Et l'entourer de Tobias Harris, je trouve ça parfait pour pouvoir lui permettre d'être à l'aise, de se développer et d'avoir un mec autour de lui qui space. Tobias Harris aujourd'hui, je pense que dans les volumes des joueurs, tu vois, autour des 20 millions qui sont des titulaires, on est quand même sur un des meilleurs postes 4. Hein. Tu vois, sur cette range-là, je trouve que c'est un des meilleurs quand même dans ce registre-là. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Je suis pas très très haut sur Tobias Harris, mais faut être honnête, l'avoir, je crois que c'est pour 50 millions sur 2 ans. Donc dans les standards actuels, c'est autour, voilà, c'est autour de 25 millions. Il y a plein de joueurs qui touchent cette Il est à somme-là. 25 millions, ça Euh, c'est sûr, c'est sur la durée du contrat, j'ai un petit doute, je regarde. je crois que j'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'était 2 ans sans option, si j'ai Je regarde. bien lu. Ouais, t'as raison, Mais c'est ça, ouais. ouais, donc non, je suis tout à fait d'accord, c'est ultra intéressant. Et puis, en fait, on va passer d'une raquette qui ne pouvait quasiment pas avoir la balle, donc c'était Stewart Duren souvent, à une possibilité d'alternance. Et c'est ce qui manquait grandement à Cade en règle générale en attaque, c'est que tout passait par ses mains, il n'y avait pas de spacing, il n'y avait pas d'option.
Là, ils se retrouvent, on l'a dit, avec des shooters qui sont certes unidimensionnels, mais qui vont pouvoir faire des courses et proposer des options. Et en plus, quelqu'un à l'intérieur qui lui apportera de la diversité, qui peut proposer des options en courant ou juste jouer un peu au poste bas, faire quelques ISO, enfin, juste de la diversité. Et donc, c'est un profil qui est hyper intéressant. Alors, il révolutionnera pas Détroit, mais ça apportera peut-être plus de consistance autour de Cade, quoi. T'en penses quoi, toi, Paul, là, de Ouais. cet ajout de Harris? Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est surtout un mec qui a du talent, quoi, Tobias Harris. Enfin, il y a 5, 6 ans, il était presque All-Star. Donc, il n'a pas le talent d'un All-Star, mais il était presque All-Star. L'année dernière, c'est quand même un gars qui score encore 17 points par match. Donc, voilà. Après, au niveau du shoot, c'est pas hyper régulier. Enfin, du shoot à 3 points. Mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de scorer. Tu pourras l'utiliser on-ball et off-ball. Donc, sur ça, c'est intéressant. Après, on a peut-être une vision un peu biaisée sur Tobias Harris parce que c'est vrai qu'il n'avait pas du tout un rendement d'un joueur avec un contrat max parce qu'il avait réussi à choper un contrat max à Philly, je crois, à l'époque. Enfin, aujourd'hui, c'est plus contrat max, mais On est sur 38 millions, 18% du cap aujourd'hui. Ça paraît plus cohérent, 18% Ouais, voilà. du cap, pour le coup, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Donc, surtout pour une équipe qui tank, en réalité, avoir Tobias Harris à 25 millions, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est loin d'être catastrophique. Enfin, moi, je trouve que ça va, c'est une bonne affaire, quoi, pour une team comme Détroit. Maintenant, défensivement, oui, Tobias Harris, il apporte, mais de là à dire qu'aujourd'hui, il est clairement positif, en vrai, je sais pas. Je trouve que sur la défense on ball, c'est pas suffisant. Après, on l'a vu contre les Knicks, donc c'est un contexte de playoff. Et là, avec Détroit, il jouera pas en playoff, donc c'est un peu différent. Et donc, du coup, à côté de Jalen Duren, je trouve que, ouais, défensivement, parce que je suis pas fan du profil défensif aussi de Jalen Duren. Donc, j'ai quelques doutes défensifs. Maintenant, si sur le poste 3, tu as soit Ron Holland ou soit Thompson, ou même Stewart, tu vois, derrière en petite rotation. Donc, je pense que ça va, ça le fera. Ce sera pas catastrophique. Je pense que sur la régulière, tu vas pas non plus trop souffrir, quoi. Je trouve que. Alors, Harris, sur ce que tu dis, effectivement, il n'est pas régulier à 3 points, mais il est suffisamment respecté pour te garantir le spacing. C'est-à-dire qu'il faut toujours le respecter, tu peux pas le laisser complètement ouvert, donc ça devrait leur donner des espaces. Effectivement, 17 points par match. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce mec est capable de t'apporter ses 15-20 points sans que tu joues aucun système pour lui. C'est ça qui est intéressant avec Tobias Harris, c'est que t'as pas besoin de le mettre au cœur de ton système de jeu pour qu'il produise des choses. Et ces joueurs-là, c'est rare qu'ils atteignent les 17-18 points. Généralement, ces profils-là, t'es plutôt autour de 11-12 points. Et je trouve ça assez intéressant là-dessus, c'est notamment parce que c'est un bon moteur en contre-attaque, notamment, et qu'il est capable de profiter des espaces qui sont créés. Défensivement, effectivement, c'est peut-être pas c'est pas l'assurance tout risque, mais ce que je trouve bien avec Tobias Harris, c'est qu'il est capable de faire les minima à la fois sur des 4 qui sont plus grands que lui et sur des 4 qui sont plus petits que lui. Ce qui lui permet de faire en sorte que tu te poses jamais la question avec Tobias Harris de est-ce qu'il est jouable ou pas jouable. Il est toujours jouable en fait. Effectivement, c'est pas le plus grand défenseur du monde, mais on est jamais dans, tu vois, on vire jamais dans on est obligé de le mettre sur le banc. Donc là-dessus, je trouve ça assez intéressant. On passe à Tim Hardaway. Tim Hardaway, moi, il me semble, ils sont blindés hein, sur le poste 2. Hein. Ils sont vraiment blindés de chez blindés. On verra si Cade est poste 1 ou poste 2, mais il y a Jaden Ivey qui doit quand même peut-être un peu se relancer parce qu'il n'était pas trop dans le projet avec Monty Williams. Mais en tout cas, il y a Malik Beasley qui a été pris. Je suis pas sûr que Tim Hardaway fasse long feu. Il a qu'un an de contrat. Il peut être tradable, tu vois, à la fin là, chez un contender en février. Je pense qu'on verra un peu Tim Hardaway au début, mais pas énormément. Et après, ce qu'il apporte, il apporte un peu de création secondaire. Et puis il a ce côté un peu pétard ambulant qui peut te permettre de gagner des choses dans certains matchs. Maintenant, je trouve qu'il a plus un profil d'une équipe qui va jouer les playoffs et qui a besoin de ce profil de pétard ambulant qu'un profil d'une équipe qui doit se reconstruire encore, quoi. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. C'était, on va dire, j'ai pas le trade sous les yeux, mais ça avait l'air d'être un peu une opportunité de marché pour. Je crois que c'est dans le pour, giga trade je je crois que c'est dans le giga trade de Clay qui leur, il me semble, non? Ah ouais, peut-être. Mais je sais pas, mais je sais Non, qu'ils c'est ont. dans le trade de Enfin, Quentin Grimes, je crois. ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ah, Je sais d'accord, qu'ils ont ok. envoyé Grimes. Je trouvais ça un peu dommage, mais bon, j'espère que, enfin, j'ai pas vérifié, mais j'espère qu'ils ont récupéré des pics 3 secondes tour. en contrepartie. 3 secondes tour Ouais, et bon, Grimes.
et Hardaway. Oh ouais, ok, bon. Bon, j'avoue que vu comme ça, c'est pas. C'est un peu, je vais pas dire bizarre, mais c'est vrai que le profil de Grimes me semblait peut-être un peu plus cohérent. Maintenant, oui, comme tu l'as dit, Tim Hardaway, on sait ce qu'il fait, on sait pourquoi il vient, on sait le profil qu'il a, ce qu'il donnera, et que oui, je pense que c'est pas du tout ce dont ont besoin actuellement mince, les Pistons. Mais quand il sera sur le terrain, il apportera ce spacing qu'on réclame depuis tant d'années. Donc d'un côté, c'est pas l'assurance tout risque et il y a des chances qu'il parte avant la fin de l'année. Mais de l'autre côté, quand il sera sur le terrain, il fera le travail pour que Cade puisse enfin jouer. Donc moi, je suis mitigé. Je sais pas, ça n'a jamais été mon joueur préféré, loin de là. Donc bon, on verra ce que ça donne, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut mettre Hardaway et Beasley un peu dans le même sac, c'est-à-dire de ces shooters qui font que ça, parce que défensivement, c'est quand même très problématique. C'est-à-dire Beasley, on l'a vu en défense à côté de Lillard. Clairement, c'était peut-être le pire parmi les équipes compétitives, le pire duo défensif de la ligue l'année dernière, jusqu'à que Pat Bev arrive et qu'il relève un petit peu le niveau, même si c'était pas parfait. Mais moi, je trouve que c'est des profils qui sont pas vraiment intéressants pour des équipes compétitives, même dans une deuxième rotation. Donc pour une équipe qui tend, je trouve que c'est pas inintéressant. C'est quand même Beasley, il a quand même super bien shooté à 3 points l'année dernière. Il était Donc incroyable. maintenant, Hmm. ouais, après aux Lakers, je crois que c'était pas si ouf que ça. Non, Donc, ça a pas trop pris aux Lakers, mais bon, après c'était très court, hein. C'était un temps très court et ça a pas trop pris. ouais. Donc bon, en carrière, il a 38,5 là, 38,5%, tu vois, sur 6 tentatives par match. L'année dernière, il est monté à 41% sur 7 tentatives par match. Donc c'est sûr que niveau spacing, quand il sera sur le terrain, en attaque, ça va être parfait pour les slashers que sont Cade, Ron Holland et pour optimiser le spacing autour de Jalen Duren dans la raquette. Donc moi, pour une équipe qui tank, je trouve que honnêtement, par rapport aux besoins des Pistons, je sais même pas s'ils pouvaient en fait avoir mieux cette saison sur la free agency ou sur le marché des trades, quoi. Donc honnêtement, c'est très satisfaisant. Pas trop non plus, mais je trouve que c'est vraiment satisfaisant, quoi. Moi, je suis complètement d'accord pour Beasley. Ouais, j'ai pas la même Mais lecture entre Hardaway et Beasley aussi. Ouais. Ouais, je trouve que, en fait, avoir l'un ou l'autre, c'est super, mais, enfin, surtout Beasley dans la situation actuelle, mais envoyer Grimes contre Tim Hardaway alors que tu signes Beasley, enfin, je sais plus comment il a obtenu Beasley, mais je crois que c'est une signature, Agency, bah, ouais. je me dis que c'est un peu profil répétitif et tu perds un vrai gars avec Grimes. Donc c'est juste moi sur Hardaway. Mais je suis totalement d'accord par Ok. contre sur le cas Beasley qui est vraiment assez limité pour une équipe de top, enfin de contender quoi, et qui donc devrait se régaler avec beaucoup de shoot et beaucoup de possibilités dans une équipe un peu plus bas quoi. Donc là-dessus je te rejoins totalement. Sur Beasley, moi j'ai une lecture un poil différente. Hardaway, j'espère juste en tout cas qu'il va pas récupérer les minutes de Jaden Ivey. On va pas avoir un coach qui va se dire allez vas-y faut qu'on aille engranger des victoires. Alors du coup je préfère mettre Hardaway qu'Ivey parce que Ivey a montré des très bons flashs l'année dernière, mais il y a un énorme problème d'investissement chez Ivey. Ceux qui regardent Détroit, je pense qu'ils se rendent compte ou alors enfin, parfois il lâche complètement, il fait plus les replis défensifs, enfin, il lâche complet. Donc j'espère juste qu'il y aura pas de ça. Mais pour Malik Beasley, pour le coup, moi je suis plutôt assez enthousiaste. Je suis pas simplement à me dire que c'est bien, je trouve que c'est vraiment très bien. Parce que Beasley a ce truc-là, que c'est un shooter de système en fait. Donc un shooter de système, c'est un gars qui peut te générer de l'attaque. On n'est pas simplement sur un catch and shooter, comme peut l'être Tim Hardaway ou comme peuvent l'être beaucoup de shooters. Et ça explique aussi le fait qu'il soit à des pourcentages qui sont pas autour des 44-45%. Faut regarder, mais je pense que sur du catch and shoot de spot-up, Beasley, tu dois vite monter à 44-45%. C'est juste que c'est un joueur pour lequel tu vas faire des systèmes. Et ça, je trouve ça très intéressant, d'autant que Biggerstaff avait quand même Merrill et Max Truss aux Cavs. Le faisait pas assez, mais avait quand même essayé de construire quelques systèmes de shooters. Et donc, pour rentrer dans ce qu'il aime faire, je trouve ça intéressant d'adjoindre un shooter de système comme ça à côté de Cade. Je serais pas surpris que Malik Beasley démarre les matchs, moi pour le coup, et soit titulaire au poste 2 la saison prochaine. Un dernier mot sur Beasley Hardaway, ou est-ce qu'on passe à Ron Holland ?
Non, c'est bon. On passe à Non, Ron je Holland. pense qu'on a fait le tour. Alors, je vous dis rapidement mon avis, moi, sur Ron Holland. J'ai absolument pas compris la draft de Ron Holland. Comme j'avais pas compris la draft de Thompson l'année dernière. C'est poste 3 qui n'assure aucun spacing. Sachant que tu as Kate Cunningham, qui n'est pas le mec qui a le meilleur spacing. Hein. Kate Cunningham, on y reviendra, mais il y a quand même des énormes problèmes de shot making, même si la création est assez incroyable. Quand tu as Jalen Duren, qui est un pivot qui est ancré dans la raquette, que tu as déjà Thompson, je comprends pas pourquoi tu es allé chercher Ron Holland. C'est assez inexplicable pour moi. Je sais pas si Paul, tu peux nous éclairer peut-être. Non, en fait, moi, je comprends qu'il soit allé chercher en 5 le joueur qu'il considère, je dis bien qu'il considère, hein, le management des Pistons, comme le joueur le plus talentueux. Parce que c'est vrai que sinon, enfin, il n'y a pas d'intérêt à prendre Ron Holland si tu considères pas que c'est le joueur le plus talentueux, parce que tu sais que tu avais un vrai besoin de spacing et à côté de Cade et Duren, et tu prends Ron Holland. Donc moi, ça me dérange pas sur ça, parce que même quand tu vois les joueurs derrière, je veux dire, Salone a été drafté en 6, on en reparlera. C'est pas une assurance touriste à 3 points, Klingan en 7 non plus. En 8, il y avait Dininga, mais tu vois, c'était un meneur, donc voilà. Et Memphis a drafté Zakidi en 9. Donc, bref, derrière, il n'y avait pas non plus un profil parfait d'un espèce de 3D avec du potentiel, sachant qu'en Ouais. plus, Rich Shepard et Zachary Rizaché étaient partis plus haut. Donc, moi, ça me dérange T'es pas. resté quand même Cody Notamment, Williams et un peu plus tard Jared McCain, donc tu as parlé la semaine dernière que t'aimes beaucoup. Alors même si en termes de ouais, potentiel, on est peut-être en dessous. Et sur le profil vraiment friendly dont ils avaient besoin, ok, le potentiel est limité, mais par contre, il est déjà fort. Certains l'avaient même mis dans leur top 10 hein, sur la draft. C'est Dalton Knecht. Donc Connect. bon, Connect, Ouais. ouais. Donc bon, Ouais, mais il après, y a un vrai doublon, je trouve, avec Thompson en fait. moi, je pense quand même que Ron Holland a bien plus d'upside offensif que Thompson. Parce que Thompson, je trouve qu'offensivement, j'ai du mal à croire qu'il se développe vraiment super bien. Je pense que ça peut être un role player en attaque et que ça peut être, oui, un des meilleurs défenseurs sur son poste de la ligue dans les années à venir, Hauser Thompson. Mais j'ai quand même l'impression que Ron Holland, c'est un joueur plus technique, c'est un joueur qui est plus fiable au shoot. En même temps, bon, c'est vrai qu'avec Thompson, tu pars de tellement super loin que c'est pas très compliqué. Euh, non, moi, c'est pas un choix qui me dérange après coup, surtout après ce qu'ils ont fait. Maintenant, quand tu repenses au fait que ça fait quand même 3 ans qu'ils draftent 5 et qu'ils peuvent pas drafter dans le top 2 ou dans le top 3, c'est un peu problématique. Maintenant, sur le profil de Ron Holland, je pense qu'offensivement, tu pourras, je pense qu'il a quand même des vraies qualités de slasher, Ron Holland, qui seront pas ultra embêtantes dans un spacing pas hyper optimisé, notamment s'il y a Cade, s'il y a Duren sur le terrain, voire même s'il y a Hauser sur le terrain. Et je pense qu'il a quand même des vraies qualités de slasher et que ce sera pas trop embêtant. Maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être faire un espèce de cut où ils vont se dire, OK, en fait, le projet, il est autour de Cade, Duren et Ron Holland. Et donc, du coup, Hauser Thompson, dans 2 ans, en fait, même si défensivement, c'est trop bien, offensivement, c'est pas assez. Et du coup, il a peut-être encore de l'upside pour certains autres GM. Et donc, du coup, on le remettra dans un trade et on arrivera à nouveau avoir de la valeur sur ces mecs-là, quoi. Donc le fait d'avoir chopé Ron Holland en pensant que c'est le joueur le plus talentueux, moi ça me dérange pas trop. Maintenant, à voir ce qu'ils font aussi par la suite, ouais, et à voir ce qu'ils en font aussi sur le terrain. T'as un avis toi Ben sur la saison de Ozar Thompson notamment? Parce que- Alors, je vais être très honnête, j'ai pas beaucoup regardé les Pistons, hein. Je pense on va jouer carte sur table, mais de ce que j'ai vu, en fait, c'est un peu spécial parce que c'est exactement ce qu'on attendait en sortie de draft, j'ai l'impression. C'est que défensivement, il avait, enfin comme l'a un peu évoqué Paul, il a un potentiel et il a un profil de joueur élite à son poste, voire sur tous les postes. Enfin, ça peut être vraiment quelqu'un d'ultra dominant, mais offensivement, il est limité dans tous les secteurs du jeu, quoi. C'est que ce soit le shooting, que ce soit pour driver, que ce soit faire juste des dribbles ou des passes, c'est quelqu'un de très très limité. Donc on se retrouve avec un profil qui est à 100%, enfin vraiment dans le top top d'un côté et qui est de l'autre, enfin qui est vraiment très très médiocre de l'autre côté. Donc c'est un peu dur à juger, d'autant plus que on critique beaucoup depuis tout à l'heure l'attaque des Pistons. Si ça avait été un profil qui était au top offensivement
et défensivement, c'est une passoire. Tu te dis, bon, il y a des gars derrière pour compenser, etc. Là, il rentre un peu dans le moule qu'on retrouve avec beaucoup de joueurs à Détroit, c'est qu'ils ont des profils intéressants défensivement et ça n'avance pas offensivement. Donc c'est vrai qu'à terme, je pense qu'il va y avoir un choix de fait sur tous ces profils-là. Et comme c'est peut-être enfin, d'après Paul, celui qui a le moins de potentiel offensif, c'est celui qui va peut-être sauter pour laisser la place à un gars qui peut juste mettre un shoot, quoi. Ça peut aider pour jouer au basket. Ouais, moi j'avais pas trop compris sa draft l'année dernière. C'est un joueur qui dans l'absolu est intéressant, mais qui à mon sens sort complètement de ce que la NBA attend aujourd'hui si tu pars sur un pivot qui sait pas shooter. Et dans ce contexte-là, tu vois par exemple c'est un joueur qui serait super, je pense, si tu le mets à Denver avec Nikola Jokic, tu vois. Je pense que là il est très très intéressant, mais t'es obligé de le coupler avec un énorme playmaker poste 5 pour que c'est de l'intérêt. Et là, tu arrives à faire ressortir ses qualités. Je toujours pas compris pourquoi ils n'avaient pas pris par exemple Bilal Koulibaly qui avait un profil un peu similaire mais qui au moins t'assure du spacing. Mais bon, c'est pas grave. On est d'accord par contre, le fait qu'ils aient pas pris Dillingham nous assure sur le fait que Cunningham pour le coup sera bien meneur de jeu comme il l'a été cette saison. C'était une initiation de Cunningham en meneur de jeu. On parle là-dessus. Ouais, bon, Ouais. je pense que oui, je pense que c'est l'objectif. Et puis, on ne l'a pas dit parce que c'était un peu évident, mais ils l'ont reprolongé à gros prix cet été. Donc bon, ça a l'air d'être encore pour cette année et peut-être fin, et la suivante le projet, quoi. Mais bon, on va peut-être revenir dessus un peu plus tard. Va falloir commencer à passer la seconde, Cade, hein. Peut-être qu'on peut l'aborder maintenant. Ouais. Même si c'est pas dans les transferts de l'été, mais ça fait partie du projet, donc je pense qu'on peut pas parler de Détroit sans parler de Kate Cunningham à un moment donné. Ben, justement, t'en penses quoi là des 3 premières années de Cade, qui sont 3 années un peu particulières, parce qu'on a une deuxième saison, il a quasiment pas joué. Donc Mm. c'est 3 saisons, 2 saisons, c'est pas trop comment dire quoi. Mais t'en penses quoi de cette arrivée de Cade dans NBA là, et de ce bilan après 3 ans? Je trouve, pour information, moi je trouve que c'est un bon moment pour faire le bilan sur les joueurs 3 ans. Je trouve qu'1 an c'est un peu tôt, 2 ans tu peux commencer à faire des choses. Après 3 ans, vraiment tu peux dresser un vrai bilan des joueurs, je trouve. Alors, moi j'avais été très emballé, comme beaucoup de gens, par sa saison rookie. Même si on voyait déjà un peu les quelques problèmes qu'il y avait, mais qui étaient des problèmes qui pouvaient être améliorés, notamment le spacing, certains choix de shoot. Il y avait quelques pertes de balles aussi qui étaient un peu bêtes, mais ça restait un rookie. Et au moment de sa draft, je me rappelle plus exactement, mais c'était un des plus jeunes de la NBA, quoi. Donc la saison rookie, c'était plutôt bien passé. La deuxième saison, bah, comme on l'a dit, il y a eu blessure sur au moins 70% de la saison. 12 matchs Et joués, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc même encore plus. Et cette saison, je suis un peu honnêtement resté sur ma faim. Au début de saison, c'était un des gars que je voulais le plus regarder parce que ça m'intéressait beaucoup. Le profil de Duren, c'est pas mal. Enfin, me plaisait aussi celui d'Ivy également. Et en fait, je suis resté sur ma faim. J'ai l'impression d'avoir vu le même Cade que la saison rookie et peut-être même encore plus, comment dire, encore moins propre, encore moins sûr de lui que la saison rookie. Alors honnêtement, je me rappelle plus exactement qui y avait dans l'effectif la saison rookie. Est-ce qu'il y avait plus de shooters qui lui permettaient de driver, etc. Je pense pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas à l'aise avec cette configuration à Détroit et que les matchs s'enchaînent sans qu'il arrive à trouver sa place avec ce roster basé comme ça. Donc on va voir si l'ajout des trois signatures qu'on a évoquées, plus de Ron Holland, plus le changement de coach, changera quelque chose, mais il me semblait un peu, ouais, un peu, je vais pas dire perdu, mais un peu désabusé sur le terrain. T'en penses quoi, toi, Paul? Moi, sur Cade, j'ai adoré le prospect. Euh, je pense que c'était peut-être le prospect le plus complet, enfin, parmi les prospects les plus talentueux, le plus complet depuis même Kevin Durant sur les postes 2, 3, 4 là. Parce que un mec qui est autant talentueux en attaque, sur de la création pour lui-même, sur du drive, sur du shoot, et qui est aussi capable d'avoir un vrai impact positif en défense. Enfin, moi, j'étais complètement fan du prospect. Maintenant, au bout de 3 ans, je suis quand même beaucoup déçu de ce qu'il a fait.
Alors oui, ok, il arrive dans le pire contexte possible, mais au bout de 3 ans, moi, je pensais vraiment qu'on pouvait avoir un driver, alors peut-être pas élite tout de suite, mais au moins largement au-dessus de la moyenne. Et aujourd'hui, quand tu regardes son adresse sur sa 3e année, donc sur les shoots rim, donc entre 0 et 4 pieds sur cleaning de glace, il est même pas sur les joueurs, donc sur son poste, il est dans le 19e percentile. Ça veut dire qu'il y a 80% des joueurs qui font mieux que lui, quoi. Donc, Et tu peux ajouter qu'il n'est que 19e percentile sur la fréquence. J'y reviens après, je te laisse finir. Voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est très problématique. Et ok, il a peut-être l'excuse du spacing, mais pour moi, être seulement à 56%, alors que lui, en plus, il n'a pas l'excuse de la taille parce qu'il est suffisamment grand, il doit faire 2 mètres ou un truc comme ça, bah, pour moi, c'est très décevant. Ensuite, je suis aussi très déçu en défense parce que le peu que j'ai regardé des Pistons, il y a des moments où je me dis, mais en fait, c'est pas possible, quoi, à ce niveau-là. Il y a des oublis en défense de transition qui sont mais inadmissibles, quoi, où le mec, en fait, il communique même pas avec ses partenaires. Donc, sur ces 2 aspects-là, je suis déçu. Par contre, c'est vrai que, donc plus globalement sur un aspect mental, quoi. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un des rares joueurs qui est capable, par moment, sur un match, ou sur même, on va dire, une série de matchs, on va dire de 10-12 matchs, de sortir des stats où, en fait, même avec un effectif aussi catastrophique autour de lui, il te sort des 28 points par match à 40% à 3 points, avec 8 passes, etc. Donc, il y a toujours, moi, je vois toujours un potentiel créateur primaire d'une équipe, mais de plus en plus, je me dis, c'est peut-être un risque parce que, ok, tu as été numéro 1 de draft, ok, on t'a adoré en prospect, etc. Mais si tu n'es pas capable, même par rapport au volume de jeu, parce que finalement, l'année dernière, il est entre guillemets, en 23 points, tu vois, 7 passes. Et pour un joueur aussi talentueux que lui de base, je trouve que c'est pas suffisant dans un effectif comme celui des Pistons en année 3, quoi. Donc, je sais pas, j'en me demande peut-être trop à Cade, mais je trouve que au bout de 3 ans, je reste sur ma faim. Maintenant, il n'a pas été aidé, ça c'est sûr. Moi, alors, je me suis un peu trompé, pardon, sur la fréquence, il est 62e percentile. Donc, c'est insuffisant à mon sens, mais ce n'est pas à ce point. Par contre, il est 95e percentile sur la fréquence de mi-distance. Et pour moi, c'est l'énorme problème qu'a Cade Cunningham, c'est qu'il est beaucoup trop dans le mi-distance, et notamment dans le long mid, qui spam sur tous les pics. Il préfère largement prendre des longs mid que de prendre des 3 points. Et pour moi, c'est un vrai problème. Ouais, c'est problématique. C'est un vrai problème. Alors, je trouve que Cunningham a tout pour plaire. C'est-à-dire que visuellement, déjà, quand tu le vois jouer, il y a un biais un peu d'esthétique. C'est-à-dire qu'il est tellement beau à voir jouer que tu as envie de le considérer comme fort et avec un fort potentiel parce qu'il y a un biais esthétique à le voir qui me paraît assez évident. Premier sujet, pour moi, il y a un problème de choix de shoot chez Cade. Je l'ai dit juste avant, il y a cette fréquence du mi-distance, il y a cette fréquence du long mid là qui est insupportable. Il faut absolument qu'il sorte de ça s'il veut passer un cap à l'efficacité. Ça demande de mettre les 3 points, mais pour le coup, l'efficacité à 3 points, elle est plutôt en progrès. Dans une saison l'année dernière où il y avait quand même moins de spacing que sa saison rookie, je suis allé regarder dans sa saison rookie, le poste 3 c'était quand même Saddiq Bey qui est plutôt un shooter, le poste 4 c'était Jeremy Grant qui est aussi plutôt un shooter, et il jouait poste 2 avec Killian Hayes en poste 1 qui n'avait pas d'adresse à 3 points mais qui était porté vers le 3 points. Donc pour le coup il y avait un peu plus de cohérence. Il y avait aussi Kelly Olynyk qui traînait par là, qui jouait poste 5 parfois, donc on était un peu plus, et malgré tout il a quand même réussi à produire cette saison. J'ai l'impression qu'il y a une forme de progression, mais il y a un certain nombre de soucis. Donc le choix de shoot, les balles perdues, comme un vrai sujet, perte de balles chez Cade. Ok, il est capable de créer pour les autres, mais avec beaucoup de déchets. Et pour le coup, il faut que cette partie-là progresse de manière assez nette. Il est 23e percentile sur le ratio assist turnover. Ça le met à peu près au niveau de Shaedon Sharpe, quoi. Alors après, avec moins de tentatives de création, il faudrait aller un peu plus dans le détail, mais c'est assez mauvais. Et pour moi, en fait, ça traduit le dernier élément qui est l'élément qui me dérange le plus avec Cade, c'est son rythme de jeu. Pour moi, Cade est un joueur qui joue en permanence à contre-temps, qui casse le rythme et qui est bon dans ce registre-là. Mais pour moi, le problème, c'est que ces joueurs-là, il ne faut pas les mettre en meneur de jeu. Parce que le problème de ces joueurs qui cassent le rythme, c'est que si tu les mets en meneur de jeu, tu vas bouffer ton rythme en permanence. Et donc, je préfère largement le voir sur un poste 2. Et je suis un peu embêté qu'ils aient pas pris Dillingham, parce que je reste quand même convaincu que
Cade doit être un poste 2 qui a beaucoup la balle, mais c'est pas lui qui doit gérer les initiations, c'est pas lui qui doit assurer la relance parce que c'est pas son jeu. Et ça me dérange un peu. Je sais pas ce que vous en pensez et si vous me suivez là-dessus sur le fait que faire le choix de laisser poste 2 est le poste 1 est peut-être un peu problématique. Moi, je pense que je sais pas comment dire, mais on parle de tout ça alors que c'est que enfin, il vient de faire 2 vraies saisons. En vrai, parce que comme on l'a dit, sa saison sophomore, on peut un peu l'effacer des radars. Euh, Moi, je pense que vu la situation dans laquelle est Détroit, lui laisser potentiel d'être à la main 1, 2 ans, voir ce que ça donne avec un effectif un petit peu mieux construit que celui de la saison passée, ça sera pas quelque chose de négatif. C'est que je dis pas que ça fonctionnera et qu'il restera toute sa vie à ce poste-là, mais ça peut lui permettre, comme on l'a dit, d'apprendre à mieux gérer ses pertes de balles, cette question de rythme, cette question de choix de shoot. Tout ça, ça peut être appris et peut-être avec plus de rapidité en étant à la main qu'en étant à un poste 2 à côté d'un gros porteur de balle. Donc moi, le laisser titulaire à la main pendant 1, 2 ans, voir ce que ça donne encore, voir s'il arrive à progresser avec un roster un peu mieux, plus cohérent, dans l'idée, ça me dérange pas. On en reparle dans 2 ans et on voit la situation que ça donne. Parce que de toute façon, vu que Détroit vise rien, essayer de développer la panoplie la plus large à ton meilleur joueur et celui qui a été vendu comme un prospect, comme on l'a dit, générationnel, potentiellement multiple All-Star, etc. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt cohérent. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Je vois ce que tu veux dire, Benj, sur le manque un peu de dynamisme aussi autour de son jeu. Pour moi, c'est pas problématique quand tu es un créateur primaire. Par contre, ça se voit, c'est vrai que ça devient problématique quand t'es pas élite sur plusieurs aspects, comme par exemple un Luka Doncic. Donc c'est un peu facile de comparer tout le monde à Luka ou même à Chris Paul, qui sont un peu dans ce type de jeu-là où c'est vraiment eux qui, enfin, ils manient le rythme d'une manière qui est vraiment mais unique. Donc c'est vrai que ça se voit un peu et ça devient un peu problématique. Mais je pense quand même que, comme l'a dit Ben, c'est un peu trop tôt pour vraiment se dire, OK, en fait, on va en faire un créateur secondaire parce que il n'est pas suffisamment talentueux ou élite sur certains aspects du jeu. Maintenant, euh, ouais, enfin pour moi le problème avec Kate, c'est qu'en fait il le fait pas assez souvent quoi. Enfin il y a vraiment des matchs où tu te dis ah mais là c'est parfait, je veux dire les lectures de passes elles sont bonnes, là sur drive il met ses shoots, enfin il met ses tirs enfin il met ses flotteurs, il met ses runners etc. Mais c'est vrai qu'il le fait pas de manière assez régulière et c'est le problème de ces joueurs là qui ont un rythme très particulier, qui ont un rythme assez lent, c'est que du coup en fait s'ils sont pas aussi réguliers que des Chris Paul ou des Luka Doncic qui à chaque fois qu'ils sont sur le terrain t'apportent une telle valeur que en fait les mecs sont hyper réguliers quoi tout simplement que du coup les matchs où ils sont pas dedans et on le voit aussi un peu avec un Darius Garland qui est pas encore qui est encore loin d'un niveau d'un Luka ou d'un Chris Paul, c'est que quand la gestion du rythme elle est pas présente et elle est pas suffisante, vraiment en fait le collectif il en prend un coup parce que on s'attend en fait à ce qu'ils aient ce niveau-là alors qu'en fait à l'instant T ils l'ont pas quoi. Ouais, je suis assez d'accord sur ta comparaison avec Lucas et avec Chris Paul. En fait, tu peux jouer pour moi à ce rythme-là que si tu es élite de chez élite, quoi. Tu peux pas le faire si c'est pas le cas, sinon tu vas causer trop de manquements par rapport au jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ou Shai, par exemple, qui peut être aussi là-dedans. Shai dans un rôle beaucoup plus de scoring, mais qui peut-être d'ailleurs peut-être bien d'ailleurs de les comparer tous les deux, Cade et Shai, je pense. J'aimerais en tout cas qu'à minima ils partagent la main avec un autre, comme c'était un peu le cas au début avec Killian Hayes, comme ça a pu être le cas un peu avec Jaden Ivey. Le problème c'est que tu t'as dit Paul, les problèmes de concentration défensive, hein. Kate Cunningham et Jaden Ivey quand ils sont ensemble sur le terrain, oh là là, la rigueur défensive c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment une catastrophe. Donc bon. C'est encore plus décevant que l'attaque, ce côté-là, hein, parce que pour le coup, l'année passée, c'est moi qui avais fait la preview pour QI. Il y avait, tu réfléchissais, tu te disais, bon, t'as Monty Williams, qui est quand même un coach référencé, tu te retrouves avec un potentiel 5, Cade, Ivy, Thompson, Stewart, Duren.
Enfin, il n'y a aucun spacing offensivement, c'est ignoble, mais tu te dis, tu as le potentiel de créer des turnovers, de faire des stops défensifs et de relancer vite. Enfin, c'est ça, ce point-là, le point défensif, c'est quand même. Va falloir vraiment que tout l'effectif progresse là-dessus. Parce qu'ils ont un potentiel fou, et les voir si bas et si peu, comme vous l'avez dit, concentrés, enfin, faire des erreurs de joueurs de 15 ans, quoi. Alors que ce sont des joueurs NBA, c'est assez problématique quand on voit le potentiel physique qu'ils Ouais. ont, quoi. Pour moi, on est plus que sur des Et- erreurs de joueurs de 15 ans. Pour moi, on est sur des vraies erreurs d'envie, quoi. Parfois, enfin, tu vois, quand tu fais pas un repli Ouais, défensif, ouais, ouais. Jaden Ivey, vraiment, enfin, je vais arrêter, ça fait la troisième fois que je le dis, mais il y a des fois, c'est pas un problème de c'est pas un problème de concentration, hein, c'est un problème d'investissement, quoi. Enfin, Ouais, ouais, clairement. Hein. ça se tient. Ouais. et même en défense ball, moi, je suis très déçu de Cade parce que à Oklahoma State, il y avait des flashs, mais vraiment, mais impressionnants. Moi, je me disais, c'est sûr, ce mec-là, enfin, si l'envie, elle continue, il va être all defensive team, quoi. Ouais. Et ces flashs, en fait, je les vois que très peu en match. Sur le peu. Après, j'ai peut-être pas assez regardé les Pistons non plus, mais en tout cas, j'ai l'impression que même ceux qui l'ont beaucoup regardé, ils sont assez d'accord là-dessus, quoi. 8e joueur avec le plus gros usage, hein, quand même, cette année, Cade Cunningham, ce qui montre à quel point il a été utilisé dans ce rôle-là. Et devant lui, tu as Luka Doncic, Embiid, LaMelo Ball, Shea, Trey Young, Jalen Brunson, Ja Morant, qui a quasiment pas joué, donc on pourrait peut-être même le mettre 7ème. Il a plus gros usage que par exemple Anthony Edwards, Donovan Mitchell ou Giannis Antetokounmpo. Pour donner un ordre d'idée. Donc on est vraiment sur un volume qui me paraît très très élevé. On dit peut-être juste un mot pour terminer. Si on a quelque chose à dire sur le coach, moi ça me paraît compliqué d'avoir quelque chose à dire sur le coach. Donc le contexte est tellement différent de Cleveland. Je comprends pas du tout ce choix, en toute transparence. Avoir laissé qu'un an à Monty Williams quand tu lui files un aussi gros contrat. Alors là, pour moi, on est vraiment sur le non-sens complet. J'y comprends rien. Alors surtout que intrinsèquement, je préfère largement Monty Williams à Bickerstaff, donc je capte pas trop, mais bon. Ouais. Je sais pas si vous avez quelque Ouais, je chose suis à en assez dire. d'accord. Non, je suis assez d'accord. Ouais, Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ces teams qui prennent des coachs où on a vu qu'ils étaient largement plafonnés à partir d'un certain moment, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Après, je peux comprendre parce qu'il y a un côté, ok, on sait ce que le mec peut apporter et tout, mais enfin, pour moi, on a vu les énormes limites de Bickerstaff et se dire, tiens, on prend Bickerstaff pour reconstruire parce qu'en fait, ça a marché avec Cleveland, mais ça a marché avec Cleveland, mais il y avait quand même un management qui était quand même beaucoup plus compétent que ce que les Pistons ont fait dernièrement. Donc, enfin, c'est pas si catastrophique que ça parce que JB Bickerstaff, il a quand même montré des bonnes choses, mais ouais, je pense qu'il y avait mieux à faire et je pense que garder Monty, c'était limite ce qu'il fallait faire, quoi. Surtout pour le coup, Monty Williams a montré des choses intéressantes, une finale NBA, un développement de Devin Booker assez impressionnant. Quant à Cade Cunningham, ça pouvait être intéressant. Ben, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que moi, enfin, j'étais très, très, très content. Enfin, content. Moi, je suis pas supporter des Pistons, mais je trouvais que la signature de Monty Williams, c'était quelque chose de très, très cohérente pour le coup. Si le roster autour ne l'était pas, la signature du coach, elle l'était. Et en fait, comme tu viens de le dire, il y avait eu ce développement de Devin Booker sur lequel tu pouvais un peu copier, enfin essayer de copier pour t'en sortir avec Cade, quoi. Et là, je sais pas quelle est l'idée derrière le front office. Est-ce que il pense que Bickerstaff, il peut refaire un peu un coup à la Garland, mais pour Cade en l'installant en meneur pur, comme on l'a dit, pur et dur, et essayer de reproduire ce schéma-là, sachant que ce ne sont pas du tout les mêmes types de joueurs. Est-ce que il compte sur l'aspect, même si j'aime pas cette idée-là, mais meneur d'homme de Bickerstaff pour reconcentrer, ressaisir un vestiaire qui a l'air complètement à l'abandon, sachant que ce sont des mecs qui ont 22, 23 ans, enfin c'est des ultra jeunes, et on fait que de le répéter, ils sont pas concentrés, ils ont pas envie, etc. Est-ce que Bickerstaff, il a une réputation de mec qui peut tenir un vestiaire comme ça? J'avoue que je ne sais pas, j'espère qu'il y a une idée derrière la tête, mais aussi c'est possible que, enfin moi, ce que je pense le plus probable, c'est que Monty Williams, au final, ils se sont trouvés complètement en désaccord avec lui sur plein de points. C'est pour ça que ça a un peu pété pendant l'année, donc il n'y avait pas d'autre choix que de s'en séparer. Et quand tu t'en sépares, tu te retrouves avec des millions à devoir payer à Monty Williams et t'as pas énormément de choix sur le marché de coach.
Et donc tu prends un peu le nom, Le nom de plus le ronflant. nom Ouais. qui vit, voilà, c'est ça, le nom qui vient de partir, qui a eu quelques résultats en playoff un peu. Bon, voilà, je pense qu'ils n'ont pas cherché plus loin que ça. Mais quitte à faire ça, autant prendre Un jeune, un un nouveau jeune quoi. coach, Bah ouais, voilà, c'est ça, clairement. un assistant ou je sais pas quoi. Mais bon, Alors des charges, je vous rappelle quand même que Détroit a fait 14 victoires l'année dernière avec une saison quasi pleine de Cunningham quand ils avaient fait ah oui, non, 17 non, la saison d'avant sans Cunningham. mais Monty Williams, ça a pas du tout pris. Non. Je pense que, enfin, il y a certains front office qui lui auraient laissé une seconde chance, mais quand tu vois le marasme dans lequel Détroit est depuis 10 ans, c'est pas choquant non plus qu'ils s'en soient séparés. Ouais, et puis moi j'ai l'impression, je regarde rapidement, mais j'ai l'impression que notamment en début de saison, le début de saison était assez encourageant. Ils ont eu beaucoup de défaites de peu. Ouais, ouais. Ils ont Ah, mais ouais, mais beaucoup. ils ont eu une énorme vague après 15-20 matchs. 15-20 matchs. Il y a eu 15-20 matchs plutôt intéressants et après il y a eu. Il y a que Enfin, ça, il parlait même de potentiellement battre un record de défaites consécutives ou je sais plus Ouais, quoi. ouais, ouais. Il y avait un énorme truc à un moment. Mais ouais, parce qu'ils avaient commencé par 2 victoires, 2 défaites. Et après, il y a eu pas mal de défaites assez courtes. Une contre Denver de 4 points, une contre Cleveland de 8, une contre Atlanta de 6. Enfin, je vais pas faire ce play, une contre Philly de 8. Et ils ont eu un espèce de blocage mental à un moment donné où ils étaient souvent dans les matchs, pas loin de les prendre. Moi, je les regardais souvent et ça marchait pas parce que le blocage était un peu mental et ça a fait cette longue série qui est arrivée jusqu'à le match où ça fait overtime contre Boston où ils perdent et puis après ils ont regagné contre Toronto. Mais c'était un peu particulier. Je pense qu'on a fait un bon tour sur les Pistons. Ouais. On enchaîne. Est-ce qu'on se garderait pas le meilleur pour la fin? Est-ce qu'on se garderait pas les Spurs pour la fin? Est-ce qu'on se ferait pas les Hornets maintenant? Ça vous va ou pas? Allez, ok. On se fait ça? Je suis chaud. Ok. Allez, c'est Je suis parti. Donc, je m'occupe des Hornets pour le coup. Hornets, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Il n'y a pas eu tant de mouvements que ça cet été, mais moi, je voulais vous en parler parce que je suis assez intéressé par l'ensemble des mouvements qu'ils ont fait depuis 6 mois. Charlotte sortait d'une saison qui était pas bonne et je trouve qu'un des principaux enjeux qu'ils avaient de la saison dernière, c'était de clarifier le projet, voire d'essayer d'aller chercher un play-in. Le côté play-in n'a pas pu être fait, notamment parce que Lamelo s'est blessé assez vite. Faut regarder, mais Lamelo, je crois qu'on est autour des 20 matchs de mémoire. Enfin, c'est très léger. Et malheureusement, il y a toujours ces problèmes de blessure autour de Lamelo. Donc, il restait le besoin de clarifier l'effectif et ce qu'il en est. Et là-dedans, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Gordon Hayward a été transféré. De même pour Terry Rozier. De même pour PJ Washington. En plus, là, cet été, Seth Curry et David Bertens n'ont pas été repris. Donc, il y a 3 joueurs qui avaient un énorme salaire. PJ Washington, Gordon Hayward et Terry Rozier, avec lesquels, pour moi, ils allaient absolument nulle part, qui ont été mis de côté. Et je trouve ça assez intéressant. Et ils ont été remplacés par 3 joueurs un peu différents. Par Micic au poste de meneur. Tout le monde connaît mon amour pour Micic et je pense que dans le cadre d'une équipe qui doit se construire, qui base beaucoup son jeu sur le meneur de jeu titulaire, avoir Micic en sortie de banc, on en reparlera peut-être, mais je trouve que c'est très bien. Et d'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé. Alors même si pour sa première saison NBA, il a eu un vrai problème de shot-making, mais dans sa carrière, c'est un peu une anomalie. C'est un joueur qui a toujours été très bon au shot-making en Euroleague. Donc j'ai bon espoir que ça se stabilise l'année prochaine. Ils ont pris un poste 3 pour remplacer Gordon Hayward sur un profil différent, mais qui est un joueur que moi j'aime beaucoup, qui est Josh Green, qui sort de bons playoffs, un vrai free and D qui pour moi est en développement et encore des choses dont on peut attendre. Et numériquement, PJ Washington a été remplacé par TJ Saloon sur un autre profil un petit peu différent, mais surtout a été remplacé par le retour de Miles Bridges. On va mettre de côté les histoires extrasportives de Miles Bridges. Pour moi, la resignature de Miles Bridges, si on parle que de sportive, elle est plutôt intéressante. Pour une année de retour, j'ai trouvé son année quand même plutôt bonne. Il y a un vrai problème d'efficacité, mais il y a un volume qui, dans une équipe comme Charlotte, est quand même plutôt intéressant. Donc, déjà, le premier élément, c'est ce mouvement d'ensemble de clarification de l'effectif que je trouve intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, juste, un peu, je sais pas si Paul il voudra rebondir, mais j'ajoute juste un petit truc que Seth Curry, il a re-signé il y a 3 jours. Ah, ok, c'est le Curry à re-signé. Alors, ouais. on peut aller jusqu'au bout. Il y a un Treman aussi qui avait été dans le transfert de Micic à Charlotte, qui pour le coup a été un peu responsabilisé, qui est un joueur, moi je ne crois pas trop, mais je pense qu'il aura des minutes. Et il y a évidemment Grant Williams qui a été pris dans le trade avec PJ Washington, dans le trade à Dallas, ce qui est plutôt intéressant. Je pense qu'autour de Treman, même de Micic ou de Grant Williams, l'idée c'est d'en tirer quelque chose dans des trades dans l'année, je pense. Alors qu'est-ce que vous en pensez déjà de ces premiers mouvements?
Alors, je sais pas si Paul, tu Vas-y, veux y vas-y. aller, mais ok. Bah moi, je trouve que, alors déjà, je vais être honnête, c'est comme Détroit, c'est une équipe que je suis très peu, et je pense que je suis encore moins Charlotte que Détroit. Mais il faut dire que là, c'est vrai, les profils qui commencent à s'ajouter sont plutôt intéressants, parce que je trouve on avait des joueurs qui étaient soit en bout de course, soit des joueurs que je trouvais, enfin, bout de course comme Gordon Hayward, ou des joueurs que je trouvais pas très très intéressants comme Terry Rozier ou PJ Washington sont des joueurs qui remplissent leur rôle parfaitement, mais qui ne vont jamais au-delà, sur lesquels on peut pas avoir un axe de progression très très intéressant et qui sont cantonnés à un rôle qu'ils font pour certains très bien, mais dans une équipe qui a besoin un peu de nouveauté, un peu d'explosivité, un peu de créativité comme Charlotte, bah ça marche pas très bien. On voit par exemple PJ Washington, il s'éclate beaucoup plus à Dallas dans un rôle prédéfini dans une case que là où on lui laissait plus de créativité à Charlotte. Donc pour ça, toutes les signatures que tu as évoquées, que ce soit les Misic, que ce soit les Saloon, que ce soit même si je l'aime pas, enfin on va dire personnellement, Miles Bridges, il est un peu plus intéressant là-dessus que PJ Washington. Je trouve en fait apporter toutes ces options tertiaires autour de la mélo, c'est quelque chose de très très intéressant parce que on a vu beaucoup de jeunes, euh, on parlait de Cade il y a encore quelques minutes, et beaucoup de jeunes meneurs ou ball handlers se cramer à devoir porter tout seul très tôt. Et sachant qu'en plus, Lamelo est injury prone, donc si tu te retrouves à un moment où Lamelo doit porter, enfin, je sais pas, 35% d'usage et il se crame après 20 matchs et ta saison, elle est complètement finie en fait. Alors que là, en diversifiant un peu tes axes de création, bah, je vais pas dire que sans Lamelo, tu joues le top 6, mais tu as peut-être de quoi continuer à développer tes jeunes profils, tes connexions entre joueurs. Enfin, voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Paul, t'en Ouais. penses quoi? Moi, je suis plus bas que vous sur Miles Bridges. Honnêtement, je comprends pas pourquoi ils l'ont re-signé. Surtout, en fait, après avoir drafté Salin. Parce que, enfin, tes trois projets aujourd'hui, c'est qui? C'est Lamelo, Brandon Miller et Tijan. Donc, avoir repris Miles Bridges, qui en fait t'apporte. Alors, ouais, ok, il t'apporte du volume de jeu, mais il t'apporte que ça. Et le problème, c'est que il a déjà un certain âge, tu vois, il a 25-26 ans, donc il progressera pas énormément. Donc, outre les affaires extrasportives où tu pouvais vraiment te redorer un peu ton image, bah, en fait, ils l'ont toujours pas fait. Et je trouve ça, du coup, enfin, moi, j'aimais bien, en fait, ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant parce que j'aime beaucoup le profil de Tijan. Et je trouve qu'à côté de Lamelo et Brandon Miller, il peut vraiment avoir un super impact parce que c'est quand même des gars, les deux premiers, c'est des gars qui, on va dire, où la défense se focus énormément parce qu'ils ont beaucoup plus de talent de base que Tijan. Mais j'aimais beaucoup la draft de Tijan. Et le fait de reprendre Bridgie, je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse en mode, bah, en fait, Tijan, on va pas en faire grand chose, quoi. On va le mettre, on va le tester en sortie de banc et puis on verra bien. On va Ah, je vois l'utiliser, ok, pas comme ça. off-ball en attaque et tout. Et en défense aussi. Donc, je sais pas, moi, je suis pas fan. Je trouve que c'était une bonne opportunité de laisser vraiment tous les ballons à Lamelo, Brandon Miller et quelques-uns à Tijan. Donc, je suis un peu déçu. J'aime bien le fait d'avoir pris Josh Green dans le trade, enfin, du coup, de n'avoir rien envoyé parce que je crois que c'est dans le trade de Clay. Oui, tout à Donc, fait, ouais. ça, c'est intéressant. C'est très malin. Euh, C'est très malin de l'avoir ouais, c'est récupéré, je trouve. très malin. Surtout sur le poste 2 où je trouve qu'ils avaient quand même un vrai besoin. Donc, au moins, lui, il va t'apporter en défense. Donc, ça, c'est cool. À côté de Lamelo et Brandon Miller, ça peut être un vrai bon profil dans les allez, 3-4 années à venir. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, sur le banc, ils ont quand même pas mal de meneurs. Tu vois, ils ont Reggie Jackson, ils ont Treman, ils ont Micic. Donc, ça manque un peu de qualité sur les postes 2 jusqu'au poste 4. Donc, j'étais satisfait, notamment de la draft de Tijan. Et puis, le fait qu'ils reprennent Bridges, j'ai quand même un peu de mal, quoi. Je pense que, alors, on peut peut-être commencer par un débat là-dessus, là, sur Bridges Saloon, le fait d'avoir les deux. Enfin, je sais jamais comment on peut dire Salin, Saloon, j'arrive jamais, ça dépend, mais bon, c'est pas grave. On m'excusera. Je pense que la logique de Charlotte, c'est une équipe qui a fait le play-in il y a 2 ans. L'année dernière, enfin, il y a. Pas cette saison, pas celle d'avant, celle d'encore avant. Donc 2 ans et demi, quoi, en gros, pour que vous puissiez comprendre. Le problème, c'est que ça fait 2 ans que Lamelo est blessé.
Et ça fait 2 ans qu'à partir du moment de toute façon où Lamelo se blesse, il n'y a plus de projet sur la saison. Tu es obligé de foutre à la poubelle. Je pense que cette franchise-là a vraiment envie d'aller accrocher du play-in, d'aller accrocher des playoffs, et ils sont pas dans une logique de reconstruction. Je pense que le changement de coach de l'année dernière d'ailleurs montre ça. Et s'ils peuvent ajouter du talent comme ils l'ont fait avec Brandon Miller, ils le font. Mais leur logique, c'est pas tant d'aller tout reconstruire. Parce que leurs joueurs pour tout reconstruire, ils l'ont déjà. C'est Lamelo, il a déjà un contrat max. Et je pense que c'est plutôt d'avancer. Autour de Bridges et de Salin, déjà, Bridges, c'est le meilleur coéquipier qu'a eu Lamelo. Ce qui a fait qu'ils sont allés en play-in il y a 2 ans, c'est parce que la connexion Bridges-Lamelo fonctionnait très très bien, notamment sur le jeu en transition, et que c'était vraiment intéressant. Il se trouve que Bridges, en plus, cette saison, à 3 points, il a accepté d'avoir un gros volume, et il a eu de l'efficacité. Je pense que la logique de Charlotte, c'est de se dire, Salin, ça va pas devenir un starter tout de suite. Il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps pour Salin. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un poste 4 titulaire devant lui, qui puisse tourner Salin sur le poste 3-4 avec un temps de jeu et qui reste un remplaçant, parce que de toute façon, en plus, tu joues pas à 5. Bridges, c'est quand même un joueur qui t'apporte énormément de transition. C'est un des meilleurs postes 4 en transition, je trouve. Demi-terrain, je suis d'accord, c'est assez léger. Il y a un vrai problème de shot making, il y a un vrai problème de qualité de choix et globalement d'IQ sur le demi-terrain. Maintenant, cette équipe ne pourra exister qu'en jouant vite, qu'en ayant beaucoup de relances. Et pour ça, je trouve que Bridges, là-dedans, il est super intéressant. Et que Salin puisse se développer un peu dans l'ombre de Bridges pendant 1 ou 2 ans, ben moi, je trouve ça plutôt intéressant dans une perspective où tu es sur une franchise qui a envie d'aller chercher le play-in. Vas-y, Ben. Ouais, non, mais j'étais en train de réfléchir. Ok. J'avoue que moi, je connais pas suffisamment Salin pour savoir s'il a le potentiel on va dire, vulgairement, être NBA ready tout de suite. Donc, moi, je pars toujours du principe que, surtout, je crois que Bridges, il est signé sur 1 ou 2, enfin, pas très longtemps, je crois. Je te dis ça tout de Donc, suite. en fait, je crois que c'est ça, et donc, tu mises pas grand chose à le refaire, à part comment dire, ta morale juste de franchise hors basket, mais sur le terrain, tu mises pas grand chose parce que, comme on l'a dit, Salin, ça peut passer les postes 3 à 4, ça manque de rotation en dehors de lui, derrière Miller et Bridges. Donc tu te retrouves avec 3 ans, Miles Bridges, pour info. 3 ans, ok, ouais, c'est un peu plus long que ce que je pensais. Donc pour l'instant, tu te retrouves avec un mec qui est quasiment assuré d'être 6e homme, et je pense que pour lancer ta carrière NBA, c'est pas problématique. Après, je comprends l'idée que ça fait un peu un aveu d'échec sur sa draft, mais je pense qu'il y a eu tellement de pics qui ont déçu beaucoup de franchises que tu préfères te sécuriser un peu, avoir un peu trop de matière que pas assez, quoi. Puis t'as une connexion qui fonctionne. Tu sais que la connexion Lamelo Bridges, elle fonctionne. C'est compliqué d'aller couper une connexion qui fonctionne. Bridges, il va prendre, je crois, c'est 15% du cap. C'est pas non plus énorme pour un joueur qui produit comme ça. Et une fois de plus, hein, je mets de côté toute la partie extra sportive où là, il y a énormément à redire. Hein, on est complètement d'accord. Hein. Mais c'est compliqué d'aller couper. C'est ta meilleure connexion. C'est compliqué d'aller la couper, je trouve, tout de suite, quoi. Ok. Ouais, non, mais j'entends, mais justement, par rapport à l'identité où c'est une équipe qui doit exister par la transition, je trouvais justement que Bien c'était sûr. très cohérent d'avoir pris Salin. Mais Totalement, ce qui me totalement. dérange un peu, c'est qu'en fait, Tidjane, je suis persuadé qu'en fait, sur des fins de match un peu serrées, on le verra pas, quoi. Et c'est ça qui me dérange un peu, parce que moi, j'ai trouvé que les fins de match, justement, c'était un peu aussi un de ses points forts à Tidjane. Après, oui, est-ce que c'est un starter tout de suite dans une équipe qui peut être ambitieuse? Parce qu'on sait très bien que si Lamelo joue, allez, on va dire quoi, 65-70 matchs sur une saison, dans une conférence Est où le bas de la conférence Est, il est tellement horrible que oui, en fait, on peut clairement imaginer voir les Hornets faire un play-in. Oui, là-dessus, c'est sûr que Tidjane, il y a eu des moments dans la saison où on a vu du très bon, mais on a vu aussi du très mauvais. Je pense à la série de playoffs face à Paris, où le Game 1, il met 19 points, sauf qu'en fait, il finit la série à 11% au lancer, quoi. Donc c'est sûr que en termes de régularité, c'est beaucoup plus safe avec Bridges, mais je sais pas, je trouve qu'il y avait un peu un moyen aussi de retrouver, enfin, de pas mettre Lamelo dans une situation et peut-être Miller dans une
situation de win now absolument, parce que c'est peut-être ce qui va se passer aussi cette saison, vu la tête de la conférence Est. Donc, ouais, je peux comprendre, mais je sais pas. Après, je suis peut-être un peu biaisé par rapport à tout ce que je sais sur l'extra sportif autour de Bridges, mais je trouvais que c'était le bon moment pour dire, OK, en fait, notre projet, c'est Lamelo, Brandon Miller. On se focus à 100% sur les deux. On voit ce que Treman, ça donne. On voit ce que Mark Williams aussi, ou pourquoi pas l'utiliser un petit peu offensivement avec Tijan. Et malheureusement, j'ai du mal à voir telle plus-value sur Miles Bridges, où c'est peut-être le joueur, en fait, où grâce à lui, sur la saison, tu feras un play-in. Mais vu que pour moi, il s'inscrira pas sur du long terme, j'ai un peu de mal là-dessus, quoi. Mais j'entends ce que vous dites. Là où je te suis, c'est que tu peux un peu te demander où ça va en l'état, quoi. Tu peux un peu te dire, en l'état, en gros, à 3 ans, le seul truc que tu imagines, c'est une espèce de 6ème place de la conférence Est dans le meilleur des cas. Il n'y a aucun meilleur des cas aujourd'hui où tu imagines Charlotte jouer le titre. Et là-dedans, effectivement, tu peux te dire, tant qu'à faire, autant reconstruire complètement, mettre Tijan en 4, développer, refaire des tours de draft, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, les franchises NBA, elles sont pas toutes dans une logique de c'est tout ou rien. Elles ont, je pense qu'il y a certainement des enjeux qu'on n'a pas complètement en tête, certainement commerciaux, un peu de ce que tu construis. Ils ont donné un contrat max à Lamelo. Je pense que leur envie, c'est d'aller voir un peu est-ce que ça peut marcher, est-ce qu'ils peuvent faire un truc avec, quoi. Et là-dedans, avoir Bridges, c'est intéressant. Mais on est d'accord, on n'est pas sur un truc où tu vas pouvoir te permettre d'aller viser le titre en étant du play-in dès l'année dernière et en cumulant pas les talents. N'en reste que, je vous dis quand même ce qui devrait être le 5 majeur l'année prochaine. Le 5 majeur, logiquement, ça devrait être Lamelo en 1, Brandon Miller en poste 2-3, Josh Green, Miles Bridges et Mark Williams. Et ben moi, je trouve que c'est un très bon 5. Pour ce qu'est Charlotte et pour ce qu'ils cherchent à faire, notamment si je le compare au 5 qu'ils avaient il y a 3 ans quand ils ont fait le play-in, et ben je le trouve meilleur. Et à minima, je trouve qu'il y a une identité de jeu claire. Quand j'ai ce 5-là, mon identité de jeu, elle est hyper claire. Et je pense que sur une identité de jeu forte, tu peux gagner des matchs. En plus, derrière, sur le banc, bah, je trouve qu'il y a des joueurs intéressants, tu vois. Je trouve que Micic, c'est intéressant. Je trouve que Saloon, c'est intéressant, même si je peur que ça soit encore un peu tôt. J'ai peur qu'on voit très peu de TJ Saloon l'année prochaine et qu'on voit beaucoup de Miles Bridges et de Grant Williams. Je serais même pas étonné que Saloon passe pas mal de temps en G-League. Ce qui me ferait un peu mal au cœur parce que je pense qu'avec son profil déterminé, il a de quoi jouer, il faut le faire jouer, il mérite de jouer pour se développer. Mais tu vois, tu as déjà 2-3 joueurs sur le banc qui sont OK. Tout va tenir dans leur capacité à faire en sorte que Lamelo se blesse pas. Là, on est d'accord, Lamelo se blesse, c'est foutu, il n'y a plus rien. Mais voilà, je voulais qu'on en parle parce que moi j'avais dit au début de l'année dernière que l'enjeu pour Charlotte, c'était de faire en sorte que le projet soit clair à la fin de l'année. Et je le trouve assez clair en fait. Et beaucoup plus clair qu'il y a un an. Ouais, c'est intéressant ce que tu as dit. Mais justement, en fait, moi je trouve que même sans Bridges, tu as un tel plancher, si les mecs se blessent pas, et potentiellement aussi avec un très bon coach, je ne connais pas Charlie, parce qu'on l'a jamais vu coacher une équipe, mais je trouve qu'avec Lamelo, avec Brandon Miller, avec des Grant Williams, Josh Green, Mark Williams et compagnie, je trouve que tu as un tel plancher que même sans Miles Bridges, je me dis si ça se passe bien, en fait, ça se trouve dans la conférence Est, tu peux faire peut-être pas un top 8, mais un top 9, quoi, tu vois, un top 10 où tu peux faire le play-in. C'est là où je suis moins d'accord. C'est là où je suis un peu moins d'accord. Je pense que quand même Miles Bridges est un joueur qui, dans son déchet, produit beaucoup de choses. Il produit beaucoup de choses sur un terrain et tu as besoin d'avoir ces joueurs. Enfin, moi j'en parle souvent, mais l'efficacité c'est une chose. Et effectivement, on n'est pas sur l'efficacité, mais tu as besoin d'avoir ces 2-3 joueurs qui sont en grosse production. Et derrière Lamelo, Brandon Miller, je pense qu'il faudra encore un an, minima, pour être vraiment quelqu'un qui produit beaucoup, donc une espèce de deuxième option. Il faut que tu en aies une quand même, quoi. Sinon, tu vois, t'as pas de repère dans ton jeu. Et ce qui me dérange aussi, c'est que si jamais tu as Lamelo qui se blesse encore une fois, j'ai l'impression que du coup, avec Miles Bridges, ils vont essayer encore de gratter des matchs. Et le problème, c'est que la QV 2025, elle est tellement impressionnante en termes de talent que du coup, tu vas te retrouver 11-12e alors que Lamelo s'est pas mal blessé. Alors que s'il n'y avait pas Bridges, tu aurais pu être 13-14, donc augmenter tes chances d'avoir un vrai talent à la draft. Bon, après, c'est un truc à part, hein. C'est ma vision des choses et peut-être que ce sera pas le cas. Mais moi, mon avis, c'est que si Lamelo se blesse voilà. encore cette année, il faut restart le projet. Ça veut dire que son corps est pas fiable, ça sert à rien d'assister. Enfin, là, Lamelo, c'est catastrophique, hein. On est quand même sur. Il y a une saison pleine, la deuxième à 75 où ils font le play-in. Sur les 2 dernières saisons, on est à 58 matchs. Hein.
Et là, pour sa première saison, il était qu'à 50 matchs. Enfin, là, si en gros, au bout de 5 ans, tu te rends compte que tu as 3 saisons à moins de 50 matchs et 4 à moins de 60% de matchs, c'est pas possible. Ouais. Faut s'arrêter, je pense. Moi, je le sens comme ça. Effectivement, il y a le changement de coach. J'en ai pas dit grand-chose parce qu'on sait pas qui c'est. Donc, On toujours, connaît pas. ouais, c'est toujours compliqué d'en dire quelque chose. Est-ce que vous avez un dernier point à ajouter sur les Hornets, Ben, peut-être? Non, je suis en train de réfléchir, mais ça me semble plutôt complet. On a fait le tour du roster, je recheck un coup, mais non, ça me semble bien. Ouais, j'ai un tout dernier sujet, c'est que je pense, autant je suis pas encore très sûr de leur rotation intérieure. Je trouve que Mark Williams et Smith, c'est quand même archi léger. Et j'aurais aimé qu'ils aillent chercher un intérieur un peu plus solide. Surtout qu'ils ont, alors ouais, ils sont en dessous du cap space, ouais, ils sont en dessous, donc ils pouvaient pas donner un gros contrat malheureusement. Bah si, parce ils ont donné à Bridges. S'ils donnaient pas à Bridges, il y avait possibilité. Ouais, il y a ce sujet-là qui m'inquiète un peu. Le deuxième, c'est j'aimerais bien que durant la saison, il y ait une petite clarification du roster. Il y a beaucoup de triplettes au même poste. On en a parlé, la triplette au poste de meneur, la triplette au poste 4. Et il y a besoin d'un poil de clarification, mais je pense qu'ils le feront dans la saison. Et voilà, on va finir sur les Hornets. Moi, je suis content. C'est une équipe qui va dans le bon sens. Je trouve qu'ils travaillent bien. Ils ont un gros problème structurel qui est les blessures de la Melo Ball, mais ça travaille bien pour une équipe qui structurellement n'est pas du tout attractive. Et j'en reparlerai certainement parce que je pense que je referai la preview sur les Hornets. Il faudra parler quand même de Brandon Miller, que moi j'adore. J'adore Brandon Miller. Il faut regarder jouer Brandon Miller, c'est très intéressant. Et il y a plein de choses positives avec Brandon Miller. On passe aux Spurs ? Allez, C'est parti. Eh ben, je te laisse la parole, Paul. donc nos amis les Spurs. Alors, il y a eu quand même un été, je dirais, assez intéressant, notamment à la draft, où ils avaient leur pick, donc top 4, parce qu'ils avaient quand même perdu beaucoup de matchs, je crois qu'ils avaient fini 14e ou 15e sur la saison. Et ils avaient le pick des Raptors, qui était protégé top 7, je crois, ou top 6, et finalement qui est tombé en 8. Donc parfait pour eux, ils auraient pu drafter 2 joueurs, donc un top 4 et un top 8. Et finalement, donc ils ont bien drafté un joueur dans le top 4 avec Stephen Castle. Donc on aura le temps d'en revenir. Moi, je trouve que c'est un peu haut, Castle en 4. Je suis pas un grand fan du joueur, mais ça se comprend. Et ils ont trade le pick 8 pour donc des picks de draft. Donc ils ont trade Rob Dillingham à Minnesota pour des picks de draft de Minnesota 2030, 2031. Enfin, assez lointain, quoi, minimum 5-6 ans. Donc j'étais très étonné le soir de la draft parce qu'on l'avait commenté en direct chez QI. Mais finalement, après coup, je comprends. Même si j'adore le profil de Rob Dillingham, c'est quand même un mec undersize. Donc peut-être que les Spurs le projetaient pas en fait dans des hautes sphères de playoff. Peut-être qu'ils se disaient, en fait, quand tu fais que 1m85, ça peut être compliqué dans des hautes sphères de playoff, surtout si t'es pas un talent offensif un peu générationnel. Donc sur ça, je comprends. Peut-être que aussi la draft de Castle à côté de Wemby montre que les Spurs ont envie de créer une certaine identité défensive avec Stephen Castle et Wembanyama. Donc ils ont pris aussi à la free agency Chris Paul, et dans un trade ils ont pris Harrison Barnes, donc ça c'est plutôt cool, c'est des vets, on aura le temps d'en reparler aussi. Donc un été intéressant. Je suis pas hyper fan non plus, notamment de leur draft, où je trouve que c'était quand même le moment de chercher vraiment du talent. Et pour moi, Stephen Castle, c'est pas le talent parfait à côté de Wemby, mais il a quand même un profil très intéressant. Et finalement, ça se comprend parce que je pense ils ont décidé de draft uniquement Stephen Castle parce que je pense qu'ils estiment beaucoup plus la QV NBA de draft de 2025 avec beaucoup plus de talent dans un top 5 ou dans un top 6. Donc peut-être qu'ils se disent, ok, peut-être qu'avec Rob Dillingham, on aurait gagné plus de matchs cette saison. Donc au moins, là, avec seulement Castle en rookie, on va pas en gagner tant que ça. Et par contre, ça en dit beaucoup aussi parce que Stephen Castle, il voulait être meneur, mais finalement, quand tu vois les Spurs qui prennent Chris Paul à la main, tu te dis, bon, on le verra pas énormément à la main, on le verra plus dans un rôle de connecteur un peu sur les ailes. Donc, il y a des choix que je comprends. J'avais beaucoup de mal au début, mais finalement, je me dis, ok, ça se comprend, on fait confiance au management des Spurs, ils savent ce qu'ils font. Donc, à voir, ils ont quand même beaucoup de marge de manœuvre aussi niveau pick.
Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais On peut peut-être commencer par. Moi, je vois sur ce que tu dis, je vois deux gros sujets. Il y a le sujet de la draft et il y a le sujet. Allez, on va dire trois sujets. Il y a le sujet Chris Paul et le sujet Harrison Barnes. On peut peut-être partir là-dessus. Ça nous permet de faire le tour. allez. Sur le sujet de la draft, on va me trouver désagréable encore une fois. Là, on est pareil. Je comprends pas. Je comprends pas du tout la draft de Stephen Castle. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un poste 2 qui crée un peu balle en main, qui défend, qui doit apporter quelque chose assez vite. Le deuxième meilleur joueur des Spurs, c'est évident et il est hyper intéressant. Et je ne vois aucun monde où Stephen Castle vient le challenger, c'est Devin Vassell. Donc, dans ce contexte-là, j'ai un peu du mal à comprendre. J'imagine que tu vas chercher un joueur de complément, du coup, vu qu'à ton poste, tu as déjà Devin Vassell. Et sur la non-draft de Rob Dillingham, là aussi, j'y comprends peu. Quand ils n'ont pas pris Dillingham, je me suis dit qu'en fait, ils voulaient partir sur un projet typé OKC, à savoir un projet un peu de five out où tout le monde peut driver, peut shooter et peut passer. Donc en gros un jeu où il n'y a pas beaucoup de pick and roll, d'autant que Victor moi je trouve pas un très bon joueur de pick and roll et j'ai du mal à l'imaginer devenir un top joueur de pick and roll à terme, à moins qu'il ait un énorme porteur de balle. Donc je m'étais dit ok, ça nous donne l'indication que les Spurs en fait ils veulent construire un 5 grand et mettre un maximum un système en place pour que Victor puisse avoir la balle en main, un peu comme ce qu'on voit avec Chet à OKC. Mais derrière, ils ont pris Chris Paul, donc du coup, je comprends pas du tout la non-draft de Rob Dillingham. Voilà, moi, c'est le premier ressenti que j'ai sur cette draft. Ben, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, alors, je vais pas du tout parler par contre de Castle parce que, comme vous le savez, je suis pas du tout les prospects, je connais leur nom et tout, mais je peux pas te dire à quel moment ils sont intéressants dans tel ou tel contexte. Par contre, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la question de Dillingham, qui est un des seuls que j'avais vu parce que j'ai regardé un peu la March Madness. Donc c'était un des seuls que j'ai vu. Et en fait, moi je les comprends dans le sens où euh, je pense qu'à terme, ils vont vouloir avoir un profil à la Dillingham à côté de Wemby. Sauf que j'avais vraiment l'impression que beaucoup d'équipes ne le trouvaient pas au niveau, d'après ce que j'ai lu, etc. Et donc ils ont préféré prendre Chris Paul, qui est quelqu'un d'établi, etc., pour un peu entraîner Wemby à avoir ce profil de joueur, pour potentiellement signer à la free agency, trader ou drafter le bon profil dans quelques années. C'est pour ça que je pense qu'ils ont accumulé des pics, parce que je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais dans un monde où ça se passe mal à Indiana, Tyrese qui est dispo dans 4 ans ou 3 ans, bah comme ça il aura eu quelques années d'entraînement avec Chris Paul et t'es pas bloqué par le fait d'avoir un jeune d'un jeune Ouais, clairement, tu te joueur. prépares de la maille pour un plus gros trade dans un an ou 2 ans. C'est ça, c'est Hmm. c'est comme ça que moi je le ressens en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, je le vois comme ça, mais en fait, ma question, c'était plutôt Dillingham en 4 en fait. C'est là où Ouais. j'ai un peu du mal à comprendre. Mais effectivement, mais tu pourrais peut-être être intéressé dans 3 ans de pouvoir mettre Dillingham dans un trade, ça a un peu marché, quoi, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'ils ont fait on en parle souvent, c'est Jérémy qui aime beaucoup ces sujets-là. C'est à quel point le pic, enfin, juste avoir la possibilité de pick un joueur, ça a de la valeur. Est-ce que mettre dans un trade 2 ou 3 picks de plus qu'un joueur, que mettre un joueur à la place, bah, Ouais, je comprends. c'est pas mieux, quoi. C'est ça la question, et je pense que les Spurs, ils ont estimé que juste mettre 2 picks de plus, c'est mieux qu'avoir un jeune prometteur. Je pense que c'est comme Mais ça qu'ils dans le ont. cas où tu draftais Dillingham en plus, je pense que Castle aurait été disponible en 8. Mais bon. Et t'aurais pu trade ton pick 4 et récupérer Castle plus tard. Mais dans ce cas-là, tu vois, t'aurais pu trade Dillingham en 4 et trade ton poste, ton 8ème pick, quoi qu'il arrive, quoi. Même si Ah, moi, visiblement, oui, oui, je vois t'arrives ce à que le tu veux trade dire, parce mais que après, Minnesota voulait Dillingham, mais ouais, je sais pas. Je suis un peu étonné. Paul, t'as d'autres choses à dire sur cette draft là de Castle? Moi, je suis quand même plus haut que toi parce que je pense que défensivement, ça peut être un super, un super joueur à côté de Wemby. Et tu peux vraiment avoir une vraie identité défensive. Après, je trouve qu'avec Castle, on en fait un peu trop
sur le profil défensif, dans le sens où, pour moi, quand tu es censé être, je dirais, un joueur. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui disaient, ouais, Stephen Castle, au bout de 3 ans, il va être All NBA Defensive Team. Moi, je trouve que, par exemple, sur la défense off-ball, c'est pas, moi, ça m'a pas impressionné, quoi. Oui, c'est vraiment bien, mais ça m'a pas impressionné. Je trouve pas que ce soit un si grand playmaker défensif que ça. Après, sur la défense on-ball, c'est sûr que c'est par moment, enfin, c'est très régulier et c'est super, quoi. Maintenant aussi, sur le profil offensif, euh, je suis assez partagé parce que je me dis sur le shoot, on a vu des bonnes choses sur la fin de saison. On a vu aussi des pourcentages qui étaient meilleurs, notamment au lancer et à 3 points sur certains stretches. Mais on a vu aussi des moments où il passe vraiment à côté. Et tu vois, quand tu vois sur l'ensemble de la saison où c'est seulement 26% à 3 points, je veux dire, on part de loin. Et moi, je suis pas un grand fan de sa mécanique de shoot aussi. Je la trouve pas très fluide. Donc bref, je suis pas hyper emballé sur le profil, surtout dans un top 4 de draft. Maintenant, oui, c'était pas une grande draft, mais je trouvais justement que c'était peut-être l'opportunité de trade down et du coup parce que je pense qu'il aurait pu être dispo en Ouais, c'est ce que 8, je disais, tu vois, en 8, tu pouvais l'avoir et Ouais, tu pouvais trade ton pick 4 et avoir un peu plus, quoi. ouais, Moi, je c'est suis ça. toujours très bas sur les porteurs de balles qui ont pas de pull-up. Je suis toujours très bas sur eux dans l'NBA moderne, ça me paraît vraiment gênant, même Ouais. si tu as joué avec Wemby, mais Euh, ça me paraît vraiment gênant. Petite question après, juste ce pour que... finir sur Ouais, vas-y. Castle. Moi qui ne connais pas du tout le profil, est-ce que c'est pas ça? Enfin, de ce que tu me dis, enfin ce que vous me dites, ça ressemble beaucoup à un Jérémy Soran, mais sur les postes extérieurs. Est-ce que c'est pas un peu des profils redondants, des mecs qui se pensent un peu porteurs de balles, qui n'ont pas de shoot, qui ont une grosse défense? J'ai l'impression que c'est un peu de ce que vous dites, c'est un peu redondant comme profil, mais pas sur les mêmes postes. Je suis pas trop. Moi, je trouve quand même que c'est un prospect plus impressionnant que Sohan, notamment sur la défense. Et je trouve Ok, aussi qu'il a une vision du jeu et un profil de connecteur qui est plutôt safe. Alors que ok. Sohan, des fois, enfin, il y a des Oui, c'est moments où assez son tir aléatoire. va être catastrophique, quoi. Ouais, c'est très Ah ouais. aléatoire. Donc, Ok. non, je suis plutôt plus haut je suis quand même bien plus haut sur Castle que sur Sohan. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Sohan, mais Sohan, il t'apporte pas énormément de spacing non plus sur le poste 4, quoi. Donc offensivement, l'année prochaine, ça va être compliqué. Après, pour revenir à ce que tu avais dit, Bench sur Wemby, et notamment sur le pick and roll, moi je suis pas du tout d'accord. Je pense que ça peut être un immense joueur de pick and roll, parce que je pense qu'en tant que roller, c'est potentiellement la meilleure lob threat all time, vu que le mec, en fait, il fait 2,25 m et il a une espèce de fluidité. Il sait vraiment enfin, il maîtrise parfaitement son corps, alors on se dit peut-être qu'à 2,20 m, c'est sans doute beaucoup plus compliqué que quand tu fais un 90 ou un 95. Et on a eu énormément de séquences l'année dernière où on a eu des pick and roll, des inverted pick and roll. Donc c'est lui qui jouait le pick, enfin Ce qui est c'est autre lui qui chose. jouait le porteur de balle sur pick and roll. Donc sur ça, je suis pas trop Je d'accord. Maintenant, ce précise, qui me dérange un peu, je précise ma vision sur le pick de Wemby. vas-y. Pour être clair, alors sur les inverted pick and roll, je le trouve incroyable. Là-dessus, je suis d'accord, il est super intéressant. Non, pour être précis, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Wemby, il faut jouer du pick avec lui à partir du moment où tu as un porteur de balle élite. Parce que sa pose d'écran est très mauvaise et que je ne vois pas comment elle pourrait devenir bonne. C'est-à-dire que son profil physique fait que c'est la contrepartie un peu de son Ok, grand corps, de ses grandes jambes. Enfin là, on le voit avec l'équipe de France. Hein. Sa pose d'écran, c'est vraiment une catastrophe. Donc, tu ne peux le faire que si tu as un top joueur. Et donc, tu vois, on s'est projeté Trae Young, peut-être Kate Cunningham un jour, peut-être Teresa Liberton, on n'en sait rien. Mais je pense qu'il faut ce niveau-là pour que ça soit intéressant. Sinon, si tu ok, fais pas ça, je trouve autant le faire jouer sur du 5-out, un peu balle en main. Tu vois, je trouve ça plus intéressant, même si l'alternance, c'est toujours bien. Mais d'augmenter un peu ce volume d'action 5-out. C'est ça que je veux dire. ok. Mais du coup, en fait, moi, ce qui me dérange aussi un peu, c'est que vu qu'on l'a énormément vu en tant que ball handler sur pick and roll l'année dernière, enfin surtout sur la fin de saison. Là, à partir du moment où tu auras Chris Paul sur le terrain, et je pense que dans une équipe comme les Spurs, Chris Paul sur le poste de meneur, bah, il peut jouer 27, 28 minutes. Alors, il jouera pas 35 minutes, mais je pense qu'il peut jouer au moins 26, 27 minutes. Et Chris Paul sur le terrain, en fait, tu lui donnes la balle, quoi. Donc, on verra peut-être un peu moins de pick and roll avec Wemby en porteur de balle. Et sur la fin de saison, je me disais, bah, en fait, le projet, il est là-dessus, quoi. En fait, on veut donner le plus de ballons possible à Wemby en tant que porteur de balle. Ce qui allait Donc, complètement dans le sens de la draft de Castle et de pas drafter Gillingham. ouais, voilà. Pour le coup, ça, c'était cohérent. Donc, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ramené Chris Paul parce que c'est un meneur, enfin, c'est un des meilleurs meneurs all-time. Et
et on va vraiment se régaler sur du pick and roll avec Wemby parce que un tel passeur avec un tel finisseur, je pense que ça va être exceptionnel. Mais j'ai peur qu'on se dise, en fait, finalement, on voit plus trop Wemby balle en main. Et du coup, je me dis, en fait, ils font peut-être tous ces choix pour pour pas gagner tant que ça, parce qu'ils se disent, OK, on est dans la conférence Ouest. Il y a énormément d'équipes qui vont jouer à minimal playing. Il y a peut-être au moins 12 équipes qui sont en fait très compétitives. Donc, du coup, nous, on sait qu'on pourra pas être compétitive l'année prochaine, même si Wemby en année 2, ça risque d'être encore plus flippant. Donc, j'ai l'impression qu'ils estiment beaucoup la draft 2025. Ils se disent, OK, on prend Chris Paul au moins 1 an, comme ça va être cool avec Wemby. Et on espère, pourquoi pas, prendre un Nolan Traoré ou un mec comme ça sur la prochaine draft. Mais c'est un risque parce que c'est pas sûr non plus qu'ils y arrivent. Mais bon, au moins, ça va être intéressant. On va se régaler sur du visuel. C'est sûr que Chris Paul ou Wemby, moi, j'ai hâte de voir, quoi. Alors, moi, j'espère qu'ils n'ont pas fait l'acquisition de Chris Paul pour ça. J'espère que l'acquisition de Chris Paul, c'est une acquisition de mentorat. Pour Devin Vassell, pour Stephen Castle, pour Wemby aussi. D'apprentissage du pick and roll. Parce que quand même, la réalité, c'est que Chris Paul, que j'adore, c'est un de mes joueurs préférés, donc j'ai pas un biais de détestation. Chris Paul, il est cramé. Hein. Il est cramé complet. Hein. Enfin, si tu choisis de le prendre pour le faire jouer 25 minutes et lui faire jouer beaucoup de pick and roll avec le 5, je pense que c'est une erreur. Par contre, si tu le prends pour te dire, mes arrières, qui sont des joueurs, qui ont un potentiel intéressant, Devin Vassell, Stephen Castle, prenons ces deux-là. Par contre, il y a un besoin de progression sur le pick and roll. Je mets un peu un mentor autour de tout ça. Wemby, je sens qu'il y a un potentiel sur le pick and roll, mais il faut quand même le renforcer un peu, lui permettre d'un peu mieux comprendre comment on joue tout ça. De la même façon, je mets Chris Paul. Et du coup, tu as Chris Paul sur un rôle, pas de 25 minutes, mais plutôt de 15-18 minutes, mais surtout un gros rôle d'apprentissage auprès des autres. Alors là, je trouve l'acquisition de Chris Paul intéressante. Si c'est Chris Paul pour lui faire jouer 25-30 minutes, là, pour moi, là, je passe dans le alerte rouge. Je sais pas ce que t'en penses, Ben, mais... Moi, je m'inscris un peu entre vous deux, j'ai l'impression. Parce que... Putain, le on en Belge, avait parlé... Ouais, exactement, le Normand, par excellence. Oh, le Normand, quoi. Non, mais en fait, ce qu'on avait dit dans un podcast qui a dû sortir juste avant les playoffs, je crois, où on revenait avec Jérém sur 2-3 équipes qui faisaient pas les playoffs, et voilà, on avait parlé des Spurs. Et on avait évoqué cette question est-ce que tu pars sur l'identité de Wemby 100% balle en main, quitte à ce qu'il y ait du déchet pendant 1, 2, 3 années, et voilà, ou est-ce que tu lui mets un énorme ball handler à côté de lui? C'était les deux options, soit tu lui ajoutes un énorme ball handler, soit tu lui ajoutes une option, je vais dire en très gros, un Paul George à côté de lui, quoi. C'était les deux possibilités. Moi, je trouve que le choix de Chris Paul, c'est tu t'inscris pile entre les deux. C'est-à-dire que en même temps, il va énormément travailler son pick and roll avec un gars qui a un énorme ball handler. Comme on l'a dit, voilà, peut-être le mec qui sait mieux faire les pick and roll depuis 30 ans. Enfin, voilà, c'est un énorme gars, donc il va améliorer de ce point-là. Mais d'autre côté, tu l'as évoqué, Chris Paul, il est cramé. Il va pas jouer 40 minutes tous les soirs. Donc, il va y avoir énormément de moments dans le match où ça va être à Wemby lui-même de mener et d'avoir peut-être des systèmes avec lui balle en main, etc. Les pick and roll inversés, comme on l'a dit. Enfin, il y a pas mal d'options. Donc en fait, j'ai l'impression que Chris Paul, c'est le, entre guillemets, juste milieu pour qui continue à progresser sur les sur les 2 points, pardon, et donc de pas prendre la décision tout de suite, quoi, de repousser d'un an la direction dans laquelle tu vas. Ouais, j'ai l'impression que ça va être une saison de test encore. Ouais, je suis d'accord. Et où on verra du Wemby balle en main, on verra du Castle balle en main. Je me demande aussi à quel point est-ce qu'ils estiment Devin Vassell, parce que il y a des matchs où tu dis ça peut être une espèce de troisième option dans un effectif compétitif, mais il y a d'autres matchs où tu te dis voilà quoi. Après, il y a aussi le projet Keldon Johnson où je trouve qu'il arrive à un âge où là il va falloir choisir de le trade ou pas, parce que moi je trouve que c'est clairement pas suffisant. Après, il a pas été drafté très haut, mais je pense qu'en plus c'est un peu le moment ou jamais, alors peut-être pas cet été, mais à la deadline par exemple, de récupérer des assets, parce qu'il a peut-être pas une cote qui est si mauvaise que ça sur le marché. Mais c'est quand même un projet intéressant, hein. Évidemment, tu as un prospect all-time avec Wemby, tu as du Devin Vassell, tu as du Castle, tu as Jeremy Sohan aussi qu'on a vu être utilisé un petit peu balle en main et qui montre des choses intéressantes sur le terrain.
Après, bon, moi, derrière les profils, tu vois, les Malaki Branham et les Blake Weasley, j'ai énormément de mal. Je sais pas trop ce que ça vaut Sidi Sissoko, dans le sens où en G-League, apparemment, ça a super bien performé. Ça performe pas Mais trop là sur la Summer League, c'est un peu compliqué. ok. Euh, Mais, mais bon, on verra. De toute façon, ils ont rien à perdre de le tester dans une deuxième rotation. Ils ont pris aussi Harrison Barnes, donc ça, c'est cool. Attends, Parce peut-être que... juste avant Harrison Barnes, juste pour Vas-y. finir sur les cas des arrières. Moi, alors, pour le coup, sur Vassell, je suis pas beaucoup plus haut que toi, mais je suis plus haut que toi. Moi, je pense que Ok. Vassell, il est à être un bon joueur de pique, d'être un joueur élite. Je Ouais, pense ok. que c'est un joueur élite de transition, déjà. C'est un très bon joueur de attraper-attaquer, donc de catch and drive, de catch and shoot. S'il arrive à développer avec Chris Paul un peu de pick and roll, là on commence vraiment à être sur du joueur qui est très très fort. Il a été très bon sur la saison 2022-2023. Sa saison 2023-2024, pour avoir beaucoup regardé les Spurs, j'ai adoré sa saison. Et donc l'association avec Chris Paul, moi, m'intéresse beaucoup pour savoir s'il est capable de lui développer un peu de pick and roll. C'est là notamment, en lien notamment avec ce que je te disais sur la draft de Stephen Castle. C'est là où je la comprends moins. C'est que pour moi, il n'y a aucun monde où Stephen Castle devient un joueur aussi intéressant que l'est déjà Devin Vassell. Donc, je pense que Devin Vassell, ça peut être une option 2 à côté de Wemby, quoi. Genre le deuxième meilleur Je joueur à pense côté que de ça Wemby peut dans être une une équipe énorme qui option 3. Une énorme Ok. option 3. Tu vois, d'un mec à qui tu files que 25 et en fait, il t'apporte 20 points par match, tu vois, en étant dans de l'agressivité permanente, dans de la contre-attaque, défensivement, en plus, il est pas mauvais. Il a progressé un peu Il a au pas beaucoup playmaking de cette défauts, année. ouais. Ah ouais, c'est vraiment un bon joueur, Devin Vassell. Il est très moderne, un joueur très très moderne. Un Euh, peu Chris Middleton Ouais, avec de la il y a nitro, hein. quelques années. Ouais, Avec... avec oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah, ouais, j'ai pas fini ma phrase. Avec de la vitesse en plus. Mais il était ultra complet. Ouais. Enfin, je vais pas dire qu'il. Enfin, c'est bizarre à dire, mais il gênait personne. Il était un peu toujours au bon endroit au bon moment. Et je trouve que c'était des profils comparables avec, oui, l'aspect 70 km/h en plus, quoi. Ah ouais, on pourrait presque imaginer un Therese Maxi du pauvre, tu vois, dans un cas où Ouais, je vois ce que tu veux dire. ça se passe bien, hein. Donc une bonne troisième option là-dessus. Je te redonne la main, Paul, sur la partie Harrison Barnes. Ouais, je trouve ça intéressant sur des postes 3K d'avoir un joueur comme Barnes. Dans un effectif compétitif, c'est trop light. Même si ça va, enfin, il est à 18 millions l'année, donc ça va, c'est pas non plus, il lui reste qu'un an aussi, je crois. Donc finalement, dans des fins de match, si tu arrives avec un 5 où tu as Chris Paul, Devin Vassell, Stephen Castle, Barnes et Wemby, bah finalement c'est plutôt cohérent parce que tu as des mecs qui sont capables de shooter, tu as des mecs qui sont capables de créer balle en main, tu as des connecteurs, tu as une raquette avec Wemby en fait où son impact ça équivaut à deux joueurs. Moi j'ai une question pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un scénario l'année prochaine où si les prospects en fait sont meilleurs qu'annoncés et si Wemby est peut-être encore bien meilleur que projeté, est-ce qu'il y a un scénario où ils font play-in ou même ils grattent un top 8 ou un top 9 dans la conférence Ouest? Moi, play-in, oui. Je pense que oui. Ok. Parce que on le voit chaque saison. Chaque saison, on projette 12 équipes et tu te retrouves avec une équipe, genre les Grizzlies, tu sais pas pourquoi, blessure, truc, ça descend un peu. Donc, si c'est eux, entre guillemets, la belle histoire de la saison et que de l'autre côté, tu as une ou deux équipes, tu sais pas trop pourquoi, qui descendent, par exemple, Golden State, par exemple, on sait pas ce que ça peut donner la saison prochaine. Ça m'étonnerait pas en play-in gratter la 9e, 10e place. Au-dessus, ça commence à me sembler un peu compliqué, quoi, avec l'effectif actuel. Après, on a déjà vu des trucs bien plus loufoques que ça, mais ouais, je pense une 9e, 10e place, avec un peu de chance, c'est possible. Alors, est-ce que Wemby l'année prochaine est un joueur, est un franchise player d'une équipe qui joue le play-in? Pour moi, oui. Est-ce que Wemby l'année prochaine est un top 10 NBA? J'y crois vraiment, voire peut-être même mieux. Donc, est-ce qu'ils ont le franchise pour le faire? Oui. Est-ce que j'y crois? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, ils n'ont pas du tout fait l'été pour. Il y a un monde où ils faisaient le choix de faire un été pour justement construire une équipe qui va jouer le play-in et
c'est un peu la particularité avec Wemby, c'est qu'en fait avec Wemby je crois que t'as même pas besoin d'attendre. Tu pourrais déjà te dire dès l'année 2, on commence à construire le projet là qui doit gagner quoi. Tellement il est fort. Enfin, Wemby, franchement, c'est vraiment incroyable quoi. Sa fin de saison, ce qu'on voit là pour l'instant sur la préparation des Jeux Olympiques, il y a vraiment c'est plus que des flashs, c'est une vraie domination. Mais il aurait fallu aller chercher un vrai 1-2, tu vois, avec un meilleur niveau, tu vois, peut-être faire un all-in sur Trae Young, on en avait parlé. Là, ça aurait pu te permettre de faire ça. Aller chercher peut-être un peu mieux Harrison Barnes. Et là, oui, tu le jouais, parce que là, quand tu fais le bilan de l'équipe, le banc est catastrophique. Tu as une bribe de 5 qui se dégage. Mais le banc est vraiment cata. Donc non, j'y crois pas du tout le play-in l'année prochaine, pardon. J'y crois pas du tout. Ok, intéressant. Et sur Harrison Barnes, alors moi j'aime beaucoup Harrison Barnes. Je le trouve très intéressant dans un rôle de 5e joueur d'un 5 majeur. Et là, peut-être que aussi c'est pour ça qu'ils feront pas le play-in, c'est peut-être qu'il sera un poil plus que ça. Par contre, effectivement, pour moi c'est une indication que c'est fini avec Keldon Johnson. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et ce que je trouve dommage en fait, parce que j'ai trouvé que l'année dernière, Keldon Johnson fait pas une bonne saison. Enfin, fait pas une très bonne saison, c'est pas non plus cata, hein, faut pas abuser, mais fait pas une très bonne saison. Mais alors vraiment, il y avait aucun projet autour de Keldon Johnson l'année dernière, quoi. Je veux dire, ils lui ont mis des minutes. D'ailleurs, en début de saison, ils lui mettaient des minutes, ils lui mettaient pas. C'est ce que je trouve assez étonnant parce que c'est plutôt un bon joueur sur lequel ils ont investi du temps, qui sortait d'une belle saison 2022-2023. Et alors avec des problèmes au tir, mais ils ont arrêté le projet, Keldon Johnson. Et j'aurais trouvé ça personnel. Alors il est un peu petit, mais j'aurais trouvé ça plus cohérent qu'ils insistent un peu avec Keldon Johnson, qu'ils le relancent un peu plutôt qu'aller chercher Harrison Barnes. Mais bon, en même temps, c'est cohérent avec la saison qu'ils ont fait avec lui, où finalement ils l'ont pas trop fait jouer. Enfin, je suis un peu étonné moi de Keldon Johnson. Ouais, Ben. Bon, c'est surtout que moi je comprends l'idée de vouloir, enfin là il est toujours dans le roster des Spurs, mais de vouloir potentiellement s'en séparer si tu fais une réelle upgrade quoi. Ouais, Si tu c'est ça. dis bon tu passes de Keldon Johnson à j'ai pas de mec en tête, mais bon un gars bien plus fort que Harrison Barnes, tu te dis, bon pourquoi pas. Tu te dis, là, ça acte le fait que tu as envie de viser un peu plus haut, que t'as pas le temps de continuer à développer des gars, etc. Et voilà, pourquoi pas. Là, tu mets un vétéran qui, tout aussi bon qu'il soit, hein, va pas révolutionner ta franchise. On connaît déjà ce qu'il t'apporte, ses points forts, ses faiblesses. Il progresse plus du tout. Alors, certes, tu l'as pas payé très cher et il coûte pas très cher dans ton salary cap. Mais t'avais peut-être le moyen de, encore un an, faire progresser tes jeunes enfin, sur les postes 3, à la place de leur mettre un vétéran dans les jambes, quoi. Le cas de Chris Paul, c'est que à la main, il n'y avait personne. Donc tu ramènes un mec, même s'il est vieux, à un poste où il gêne personne parce que il y avait personne. Là, tu ramènes un vieux sur un poste où tu avais lui plus. Si on part du principe que Barnes va aussi jouer un peu poste 4, il va être sur le poste de Jeremy Sohan, il va gêner, comme on l'a dit, Keldon Johnson. C'est peut-être un peu moins compréhensible, je trouve. Sachant qu'en plus, autour du projet Keldon Johnson, ils ont. Enfin, j'ai pas compris l'année dernière là-dessus. Ils ont choisi de donner moins d'importance à Keldon Johnson pour en donner plus à. Comment il s'appelle là, le poste 3 là, Champagny là, Champagny. Ah oui, Champagny. Ouais. Champagny, ouais. À Champagny, un peu plus Abraham aussi. Je vois pas chez eux de trucs à te dire. Allez, on lâche Keldon Johnson quoi, tu vois. Ouais. Un peu bizarre, je trouve. Après, juste pour finir, peut-être que l'acquisition de Barnes, c'était un peu juste une opportunité de marché. Tu dis, tu as besoin de profondeur sur tes ailes pour essayer d'être un petit peu plus compétitif. Je sais pas s'ils ont mis des. C'est en trade, c'est pas en signature en plus. C'est un trade, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est Barnes. Ouais, Barnes. Barnes, c'est dans le trade de Clay. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est Putain, dans il le y trade a 40 000 joueurs dans ce trade. Hein. Dans le trade de DeRozan, pardon, excusez-moi. Ah oui, Dans DeRozan. le trade de DeRozan. Ouais. Ouais, donc t'as pas. Je pense pas que t'aies dépensé beaucoup. Écoute, t'avais de la place pour le signer, enfin pour l'avoir dans ton effectif.
bon, c'est pas la fin du monde non plus. Ça va pas changer l'avenir de Wembanyama en NBA. Oui, mais c'est juste que D'avoir un Barnes. c'est juste que ça acte le fait que Keldon Johnson c'est mort. À moins qu'ils décident de mettre Barnes dans le 5, qu'ils se disent que Keldon Johnson ça a bien marché en sortie de banc l'année dernière, il avait un vrai apport. Et en fait, c'est Champagny qui sort. Mais alors pourquoi t'as passé un an à essayer Champagny, tu vois, je- Ouais. Je c'est sais pas pas. très limpide pour moi. C'est pas très limpide pour moi ce choix-là. Moi, je pense que même eux, pour l'instant, ils savent pas trop sur quel pied danser Là où- avec tous ces. En fait, avec le profil de Wemby, comme tu l'as dit, le fait que Wemby fasse accélérer absolument tout, ils savent pas trop, je pense, eux-mêmes comment se positionner. Est-ce que tu maintiens le rythme d'un développement classique d'un joueur où il faut 2, 3 ans avec des joueurs de son âge pour progresser? Est-ce que tu décides de tout faire péter, de ramener directement des mecs qui sont titre ready? Je pense que même eux, ils jouent un peu entre les deux. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais ils jouent entre les deux, quoi. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a un monde où finalement ils gardent Keldon Johnson et ils trade Harrison Barnes en fin de contrat en février contre un contender qui sera très content, genre Dallas, qui sera très content d'avoir un profil de free and D comme ça avec un peu d'XP qui fit n'importe où quoi. Mm. Mais donc ouais, j'ai cette petite question. Ouais. D'autres points, Paul peut-être que tu avais envie de nous parler dans le Ah, détail et de nous faire 45 minutes sur l'arrivée de Devontae Graham. non, mais Il a été cut, je crois. Ah, ils il a l'ont cut été en plus. cut, ouais. Ils l'ont cut en Ouais. plus. Non, il a été trade à. Ah, il a Je été sais plus, trade mais à je crois qu'il a Charlotte et été c'est cut par Charlotte la qui l'a suite. cut. Ouais, Ah oui, c'est dans ce ça, c'est sens-là, marrant. putain. Oui, c'est vrai que c'est pas Charlotte. Parce que comme il était à Ouais, Charlotte avant, je me dis Charlotte ouais, l'a il envoyé. il fait des allers-retours entre Ouais, les c'est ça. deux. Ouais, non, non, c'était juste pour dire qu'il y avait Graham qui a bougé, mais on s'en fout complètement de Graham. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Non, Paul? mais ce qui est marrant, c'est que finalement, quand je vois leur banc, il est pas si cata que ça. Parce que si tu pars du principe qu'ils vont mettre un 5 majeur, Chris Paul, Vassell, allez, peut-être Castle sur le poste 3, Barnes sur un poste 4 Oh, et Wemby, t'as Chris finalement, Paul t'as quand même starter un. aujourd'hui. Bah ouais, mais Moi, je tu veux pense mettre qu'ils vont qui? partir. Trey Jones? Ouais, je pense qu'ils partent là-dessus, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, Ok, Paul, hein. Je pense qu'ils partent sur Chris Paul Titu, hein. Je vois pas d'autre option. Bah, ok. Trey Jones. Oh putain, j'avais oublié Bon. lui. Oh la vache. Mais du coup, tu vois, t'aurais genre Chris Paul en sixième homme avec des ailes où t'as Keldon Johnson et Jeremy Sohan, quoi. Donc c'est pas si cata en vrai. Donc c'est pour ça que je me dis, alors dans la conférence Ouest, je trouve que c'est peut-être assez safe qu'ils gagneront plus de matchs que le Jazz et les Blazers. Mais en fait, je trouve qu'après, les 12 autres équipes, elles sont vraiment mais beaucoup plus deep, beaucoup plus avancées en tout cas dans un projet ou alors encore très compétitives. Mais je me dis, en fait, s'ils étaient dans la conférence Est, ça se trouve, ça aurait pu être. Enfin, c'est limite, leur plancher, c'est limite play-in quoi, dans la conférence Est. T'as C'est quand ça même qui est drôle. encore, t'as quand même encore 2-3 joueurs qui sont à impact négatif quand ils sont sur le terrain. Qui sont encore vraiment en complet développement, tu vois. Pour moi, Jeremy Sohan, aujourd'hui, quand il est sur le terrain, c'est un impact négatif. Je pense que l'année prochaine, Stephen Castle, quand il est sur le terrain, c'est un impact négatif. Tu vois, c'est des joueurs à qui tu donnes du temps de jeu parce qu'il faut qu'ils se développent. Mais tu sais très bien que Ouais, c'est une encre de te. Si t'as une encre au cul quand quand tu les mets sur le terrain, quoi. ouais. Mais tu vois, en fait, si Wemby, il a déjà l'impact d'un espèce de top 12, top 13 joueur NBA, où en fait, il fait une saison où il est All NBA Team lock. Bah, en fait, si tu avais été dans la conférence Est, tu aurais gagné Oui, beaucoup de oui, matchs, oui, oui, quoi. oui. Et À la même conférence Est, Vassell, peut-être que tu vois les ouais. trucs un peu différemment, hein. Ça, je suis d'accord avec toi, hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, même Et Champagny, même ouais, c'est ça. Braham, tu vois, c'est beaucoup de joueurs où, Ouais. pour moi, en joueur à apport positif quand ils sont sur le terrain, pour l'instant, ils ont Wemby, ils ont Vassell, ils ont Johnson, ils ont Collins. Bon, Chris Paul, putain, Chris Paul, vraiment, l'année dernière, c'était compliqué, hein. L'apport positif de Chris Ouais, moi, Paul. je trouve que c'était pas si cata, mais ok. Pour moi, ça allait quand il jouait avec Dario Saric parce que la paire fonctionnait très très bien. Mais quand c'était pas avec Saric, c'était dur, hein. C'était vraiment dur, hein. Ça se faisait cibler tout le temps. Enfin, c'est compliqué. T'as encore beaucoup de joueurs, voilà, à impact pour moi pour l'instant négatif pour espérer taper haut. Après, par contre, je pense vraiment que le scénario où ils sont top 8, où ils sont top 10 ou top 8, c'est que Wemby, il est top 5 MVP, hein. Ouais, limite, ouais. Donc, ouais. Ce qui est drôle, c'est que c'est possible, en fait. C'est pas non plus. Enfin, il y a un scénar où c'est possible, quoi. Ben, ouais, Pas avec non plus. Wemby, Ouais. faut pas trop se mettre de limites, effectivement, je pense. Ouais. Ce serait dommage de se mettre certaines limites. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur les Spurs ou est-ce qu'on s'arrête sur ça? Non, enfin, moi, de Ça mon me côté, semble c'est bon. On est bueno. On se fait On un est petit bon. ranking là entre les trois équipes pour vous, des trois équipes qui a fait le meilleur été. C'était pas prévu, je sais, je vous prends un peu au dépourvu.
Hornets, Détroit ou Spurs. Je parle pas tant pour gagner Ah. des matchs, je parle plus dans cohérence globale du projet. Détroit quand même. Ouais, moi j'aurais dit Détroit aussi. Je pense que j'aurais dit Détroit aussi, ouais. Sauf, seul truc que- qui m'emmerde avec Détroit, c'est ce truc du coach. Que je trouve complètement Ouais, bah cohérent. oui, oui. Quand même. Ouais, Mais en fait, je trouve, ils partent de tellement loin que Ouais. ajouter deux mecs qui shootent, c'est déjà une progression énorme. Ouais, puis ce que je trouve intéressant avec Détroit, c'est que tu peux te faire une 4e année de Cade en te disant vraiment, en fait, Cade, il vaut quoi? Tu vois, l'année prochaine, t'as un truc un peu de Cade aura tout le temps la balle, du pick avec Jalen Duren, du spacing. Voilà, ça vaut quoi en gros, Cade, aujourd'hui, après 4 ans, dans ce contexte-là? Effectivement. En deuxième, vous mettriez qui? Hum, Euh, Moi, je commence à bien aimer le roster de Charlotte. Donc, je pense que je dirais Charlotte parce que la question Barnes, j'avoue que j'ai un Ouais. peu de mal à saisir. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'aspect draft, mais de ce que vous me dites de la draft plus la question Barnes, ça m'interroge un peu. Alors que Charlotte, ça me semble un peu plus limpide, même s'il y a, comme on l'a évoqué, le cas Bridges qui se pose, quoi. Mais au moins, tu sais, on sait dans quel sens ils vont, avec quels joueurs. Et Bridges, on n'est pas à l'abri, comme on l'a dit, d'un trade ou quoi que ce soit. Et t'as le reste qui est plutôt cohérent autour. Alors que j'ai encore pas mal de questions sur les Spurs. Donc pour moi, ça fait Détroit en 1, Charlotte en 2 et Spurs en 3. Moi aussi, j'ai Charlotte en 2. Pour moi, le problème de Charlotte, c'est la question de la viabilité de la mélo. Mais je trouve que les mouvements sont cohérents pour le coup. Mais bon, ça, ils sont obligés de faire avec, quoi. C'est leurs joueurs, ils ont aussi à l'avoir. Je trouve juste qu'en termes de cohérence de l'été, je trouve ça très cohérent ce qu'ils ont fait. Et un peu plus que les Spurs, ou sur les Spurs, je trouve qu'on est sur des mouvements un peu. Bon, c'est une année 2 d'un projet, quoi. Donc, tu tentes des petits trucs, tu t'en fous un peu si ça marche pas. De toute façon, tu sais très bien que tu vas progresser dans l'année, vu que Wemby va progresser et que Vassal devrait progresser, quoi. ouais, je dirais Charlotte aussi en 2. Parce que j'aime bien le choix du coach, d'avoir pris un coach un peu jeune comme ça, qui est pas très connu, donc il n'aura pas une grosse pression tout de suite et tout. Donc ouais, je dirais Charlotte aussi. Et Spurs en 3 donc. Ouais. Et ben écoutez, on espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas, on rappelle sur Twitter, on est parfaitement accessible et disponible à poser des questions, à commenter. On se fera un plaisir de vous répondre et puis restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.